Canal 2 International, votre télévision vous présente Canal Presse. L'actualité à travers le regard de vos différents quotidiens. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre magazine dominical d'analyse et de commentaires de l'actualité de la semaine qui commence tout de suite avec le sommaire de Ghislain Pierre Essonneau. Grâce à vous, je propose un seul titre ce dimanche, après avoir rappelé les 4 grandes préoccupations nourries par ce remaniement ministériel. Avant, on a parlé de la résolution des grandes crises que traverse le pays. Avant, on a beaucoup parlé des désirata des jeunes, comme de l'échec de la CAN. Avant, il y avait le débat sur la qualité de la vie des Camerounais. Maintenant, il n'y a pas de tsunami, juste un arbitrage. Je dirais même plus, une distribution des cartes à faible amplitude. Maintenant, se trouvait renforcer la position du secrétaire général de la présidence de la République, devenu ministre d'État au plan protocolaire, malgré l'échec de la CAN qu'on lui aurait collé. Mais celui qui l'a comme proche collaborateur semble satisfait de son rendement. Alors là, ses ennemis, s'il en existe, ont attendu longtemps de le voir mourir politiquement pour rien. 6 novembre 2018, 4 janvier 2019, beaucoup de mois sont passés et on est retourné au gouvernement des équilibres qui, du point de vue de l'opposition politique, ont consolidé l'establishment. Boulbia n'a pris aucun risque parce qu'après, on soupçonne qu'il veuille bien achever la construction des infrastructures et passer le double scrutin municipal et législatif. Mais question quand même, ce gouvernement déjoue qui ou quoi? Le peuple ou les opportunités? En vérité, on remarquera que l'entente du gouvernement est restée identique, d'où une certaine déception exprimée par les réseaux sociaux, lesquels les réseaux sociaux convoquent une fois encore le cumul des fonctions, comme ce sera le cas avec Ibrahim Talbabala. Une mécanique en somme qui consacre le changement de poste et pas d'homme. Finalement, une philosophie de pouvoir qui n'a pas changé, beaucoup de mouvements en attendant d'éventuels changements, la crédibilité de la politique et du politique en dépend. Et dans la troisième partie de cette émission, nous allons revenir sur le Conseil national de la communication et ses sanctions, sujet remis au goût du jour par le directeur de publication de Kalara, qui est donc déjà ici dans ce studio. Et je commence par accueillir le professeur Albert Mbida. Merci professeur d'être venu. Je vous souhaite une bonne année 2019. Et je rappelle que vous êtes conseiller technique numéro 2 du président directeur général de Vision 4. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Christophe Bobiokono, directeur de publication de Kalara. Merci à vous également d'être venu. Faut-il que je rappelle que vous êtes aussi membre du Conseil national de la communication? Bien sûr, je ne peux pas me défaire d'une responsabilité que j'ai acceptée en toute liberté et en toute responsabilité. Mais je suis ici avant tout comme directeur de publication du journal Kalara, qui a fait l'objet de quelques commentaires il y a 2 semaines sur votre plateau. Évidemment, on pourra discuter des autres sujets qui sont inscrits dans le menu de votre émission. L'actualité l'oblige. Abdourahmane, merci également d'être là. Vous êtes président de l'Étoile filante de Garoua, club membre de l'association des clubs de football amateurs du Cameroun. Avec vous, on parlera beaucoup plus du sport et de la Coupe d'Afrique des Nations, tant dans le discours du président que dans ce réaménagement du gouvernement. Bonjour, meilleur vœu à tout le monde. J'espère que le débat sera fructueux. Vous le promettez aux téléspectateurs tout au moins. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Comme d'habitude, je vais me forcer à être assez clair, assez sincère et ne pas user de la langue de bois. Moussa Djoya, bon retour sur Canal Presse. Ça fait un bout, analyste politique, doctorat en sciences politiques. Merci d'avoir accepté de commencer l'année avec nous. Oui, merci pour votre invitation et je profite du fait que je sois précédé par Abdourahmane pour dire bonjour à quelqu'un que peut-être n'aimait pas beaucoup, mon ami Moussa Blaise, ancien secrétaire général de la FECAFOOT qui fait très bien sa reconversion, qui est actuellement en mission à l'étranger, avec qui j'ai discuté longuement le matin. J'en profite pour lui dire bonjour et bonjour également à tous vos téléspectateurs. Très bonne et chaleureuse année à tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Et une fois de plus, merci pour votre invitation et
contrairement à ce que c'est dit ici et là, je ne boude pas Canal 2. Nous attendons Alain Amasoka pour que le panel soit au complet. Je vous suggère de regarder ce qui a été dit par la presse cette semaine, une partie de la presse qui était en vacances, mais une autre qui a continué à apparaître et à traiter les grands sujets de l'actualité de la semaine. C'est la revue de presse de Canal Presse. À tout de suite. Bonjour. Le président de la République a posé les jalons de l'émergence le 31 décembre lors de son traditionnel discours de fin d'année. Un engagement renouvelé à résoudre la crise anglophone, la consolidation de la croissance et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Cameroun Tribune analyse la vision du septennat des grandes opportunités. Il faut rester mobilisé. Le chef de l'État rassure le peuple pour le quotidien L'Épervier grâce au bilan élogieux de 2018. Le cap pour 2019 est fixé avec 3 préalables. Les activistes des régions anglophones sont appelés à déposer les armes et Paul Biya l'a réitéré. Au cas contraire, des instructions seront données aux forces de défense et de sécurité pour leur neutralisation. La dernière adresse à la nation est perçue par Réalité Plus comme celle de tous les espoirs. L'homme du 6 novembre a rassuré les Camerounais de sa détermination à conduire le pays vers la modernité. Le professeur Vincent Toudaï Bodé, repris dans le journal de Paul Ngouaré Kindi, décrypte l'aspect sécuritaire du discours de Paul Biya qui a été très ferme. Le rapport de force revient à l'État. Pour l'analyste politique Jean-Baptiste Atomengue, le président de la République a tout simplement tenu un discours réaliste. Le septennat des grandes opportunités constitue un tournant important dans l'histoire du Cameroun. Hot News lui aussi reprend l'intégralité du discours de fin d'année. Quelques extraits sont mis en avant, notamment les structures de l'économie qui rendent le pays dépendant de l'extérieur. Il y a aussi le problème du chômage des jeunes dont il faut trouver des réponses. Des réponses s'imposent également à la pollution urbaine dans la ville de Yaoundé. Plusieurs mois déjà que les populations de Grand Messa respirent de l'air pollué à cause des ordures en état de putréfaction avancée. Des cas de maladies sont enregistrés au marché Mokolo à cause des poubelles non vidées. Ce que Génération Libre appelle le scandale de Grand Messa doit faire l'objet d'une intervention immédiate pour éviter le pire. Une nouvelle qui rassure néanmoins, c'est l'arrivée dans la capitale d'une nouvelle société chargée du ramassage des ordures. Le groupement Ubanna Ambi Africa Lipor a été choisi par la communauté urbaine pour désengorger les arrondissements de Yaoundé 3, Yaoundé 6 et Yaoundé 7, ce qui permettra de donner un minimum de propreté dans les rues et marchés, selon Cameroun Tribune. L'actualité était très peu dense en fin 2018 et début 2019 en raison du départ en congé de plusieurs journaux tabloïdes du pays. Le service reprend ce lundi 7 janvier 2019 avec les parutions. Bon dimanche, bonne année et à dimanche. Merci Bran Kamga et à dimanche prochain. Paul Biya a donc procédé vendredi dernier au réaménagement du gouvernement. Joseph Dion Ngouté est le nouveau Premier ministre. Sa nomination a été lue aux 17h de la radio d'État et suivie dans le 20h de celle du gouvernement. Je commence par le seul journaliste du plateau, Christophe Bobekono. Vous attendiez ce nouveau gouvernement? Pas spécialement, puisque je n'étais pas de ces citoyens qui essayaient de mettre la pression sur le président de la République pour qu'il désigne une nouvelle équipe gouvernementale. Pour quelle raison? Parce que comment je peux dire ça? Je tire les leçons de la façon dont il a été élu. Le président n'a quasiment pas fait campagne et il n'y avait pas un nouveau programme. Et comment je peux dire ça? Ceux qui ont fait campagne pour lui ont dit que ça avait très très bien marché. Et au vu du score qui a été proclamé par le Conseil constitutionnel, il semble qu'il y a une très large majorité des Camerounais qui ont dit que ça s'était bien passé. Et je pensais donc que le président n'avait pas une pression particulière pour changer une équipe qui avait bien fonctionné selon ceux qui lui ont accordé leur suffrage et qui semblent être les plus nombreux selon le Conseil constitutionnel. Donc je n'attendais pas particulièrement
particulièrement, pas à ce moment-là, pas à un autre moment. Et puis, je suis instruit par le fait que ces derniers temps, le chef de l'État n'a pas montré qu'il était, comment je peux dire ça, qu'il aimait à remanier son équipe gouvernementale. Donc, je n'attendais pas. Abdourahmane, le dernier gouvernement datait du 2 mars et il y avait un certain nombre de questions qui semblaient revenir dans l'opinion publique, comme Christophe Bobiokono l'a noté. Est-ce que vous avez l'impression que le réaménagement répond juste aux attentes d'une opinion publique qui le demandait à corps et à cri? Écoutez, l'opinion publique, je ne peux pas vous en dire parce qu'on n'a pas on n'a pas un indice de des mesure. sondages, on n'a pas de... Voilà, mais vous savez, étant dans le football, dans le sport, moi j'ai toujours regardé les remaniements ou les réaménagements au travers d'un seul prisme. C'est-à-dire, on regarde d'abord le ministère des Sports. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un changement au niveau du ministère des Sports. Et puis, bon, c'est vrai, un changement au niveau du premier ministère aussi. On s'est dit que les choses devraient peut-être bouger en ce qui concerne le sport. Et justement, en restant sur le sport, est-ce que le fait la CAF nous ait dessaisi de l'organisation de la CAN 2019 aurait pu justifier un réaménagement d'une équipe qui avait failli dans l'organisation d'une compétition comme celle-là? Bon, vous savez qu'il y a beaucoup d'informations que nous ne détenons pas, qui ne sont pas à la disposition du grand public. Mais quand on regarde comment les choses se sont passées avec ce réaménagement, on voit bien que le retrait de la CAN au Cameroun n'a pas eu une grande influence. Bon, c'est vrai, on a changé au niveau du ministère des Sports, mais je ne pense pas que c'était au centre des préoccupations du président de la République. Mais maintenant, attendons voir. Peut-être que c'est parce que cette histoire de la CAN n'est pas complètement passée, parce que on a parlé de glissement, de date, alors que dans la réalité, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et justement, vous êtes là pour qu'on en parle. Professeur Albert Mbida, certaines personnes disent que le président a juste sacrifié aux usages qui veulent qu'après une élection, il y ait un nouveau gouvernement pour conduire un nouveau programme, pour mettre en place un programme sur la base duquel le président a été élu. Est-ce que vous êtes de ceux qui le pensent? Oui, je crois que d'abord, ce n'est pas une obligation constitutionnelle de former un gouvernement après une élection. C'est peut-être une obligation politique. C'est-à-dire qu'après une élection, on peut sanctionner certains politiquement, on peut également récompenser certains. Après une élection, par exemple, législative, il peut y avoir changement de majorité et on peut peut-être dire qu'il faut maintenant changer de gouvernement parce que si c'est l'opposition qui a la majorité, il faut bien que le Premier ministre puisse sortir de l'opposition pour qu'il puisse faire passer les lois à l'Assemblée. Donc, je crois que c'était quelque chose de normal. Malheureusement, il s'est amené cette affaire de la CAN où les gens avaient besoin, je m'excuse de l'expression, d'un peu de sang pour boire. Oui, c'est-à-dire qu'on voulait voir les têtes tomber parce que vous avez vu que on a jeté tout le monde. Ça aurait pensé les blessures de ceux qui étaient déçus, peut-être, non? Non. Ce n'est pas parce qu'on voudrait enlever tel ou tel que ça allait penser les blessures. Il y a eu un problème. On lui a fait un certain nombre de rapports sur les travaux d'avancement des chantiers. Il s'est révélé, d'après la CAF, que ces rapports n'étaient pas toujours exacts. Mais sauf que là aussi, on a commencé à jeter les uns et les autres en pâture. Et comme d'habitude, vous avez vu la dernière feinte qu'il a réussi à faire. C'est-à-dire que ceux qui étaient voués aux gémonies et surprises ont même été récompensés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président doit certainement avoir beaucoup plus d'informations et des informations précises sur cette affaire que nous. Vous avez vu qu'il y a eu deux camps dans la presse. Ceux qui voulaient abattre ce qu'on a appelé la task force et ceux qui voulaient abattre l'autre clan. Vous avez vu que la task force à qui on avait attribué un certain nombre de pratiques sans preuve, a été
récompensé par celui qui est chef de la task force, c'est-à-dire le ministre d'État, secrétaire général, qui est devenu donc ministre d'État, secrétaire général, parce que vous avez entendu ce qu'on a raconté sur lui, de tout et de rien. Certains sont même partis à dire que on l'a vu en train d'aller livrer du sable. Non, vraiment, je sais bien que tout est possible au Cameroun, mais allez voir le ministre d'État, secrétaire général, conduire un camion de sable. Non, on est allé un peu plus loin. Qu'on ait livré du sable, qu'on ait c'est peut-être imagé, professeur. Oui, c'est pas non, le ministre lui-même au volant d'un camion. Non, et puis à propos de cette affaire de sable, là aussi... Professeur, permettez que je termine. S'il vous plaît, à propos de cette affaire de sable, j'ai posé la question à un ingénieur de génie civil. Il m'a dit qu'on ne devrait pas regarder le prix du camion du sable. Il faudrait regarder le cubage, parce qu'on ne vend pas le camion. Tu peux avoir une petite double cabine ou bien un gros camion. C'est à partir du cubage, du nombre de mètres de cubes que le camion transporte, qu'on peut se fixer sur le prix du sable. Christophe Bobioko, une réaction avant Moussa Ndouya. Je crois qu'il faut se garder d'aller vite en besogne, en pensant que le remaniement ministériel, ils ont appelé ça réaménagement du gouvernement, même si ça me paraît curieux, est une réponse du chef de l'État aux supposées malversations qu'il y aurait eu dans la gestion, dans la conduite des chantiers de la CAN. Je voudrais rappeler que le chef de l'État n'est jamais prompt à frapper. Jamais, mais alors jamais. Alors, si vous prenez l'histoire de tous les secrétaires généraux, de l'ancien qui ont fait la prison jusqu'à présent, ils n'ont jamais été frappés sur le moment. Après la présidence de la République, ils ont d'ailleurs eu une fonction avant de se retrouver en prison. C'est le cas de plusieurs ministres aussi. Et des directeurs généraux. On peut citer Mara Famidou Yaya, on peut citer Atangana Mebara, on peut citer Titus Idjoa, voilà. Donc, il ne faudrait pas aller vite en besogne par rapport à quoi que ce soit. Personnellement, je n'ai pas fait une enquête ou je n'ai pas travaillé sur ce sujet-là, donc je pourrais jeter la pierre à personne. Oui. Mais s'il a établi qu'il y a eu des malversations, je peux vous dire que rien ne garantit que le président, en nommant ou bien en donnant un galon de plus à ceux qui se sont occupés de ce chantier-là, décidait de les absoudre d'une quelconque sanction. Ce n'est pas vrai quand on connaît le fonctionnement du président bien. Moussa Ndouya, quel est le ton de ce nouveau gouvernement? Bon, le temps, on peut dire que, de manière grosso modo, le président a voulu rester dans sa logique de thaumaturge, de démiurge d'abord. C'est-à-dire que le maître de l'univers politique du Cameroun, c'est-à-dire que c'est lui qui décide du temps, de l'instant. C'est lui qui décide du sens et de la puissance qu'ont les événements politiques au Cameroun. Notamment, est-ce qu'à l'issue d'une élection, on procède à un remaniement, par exemple, présidentiel, avec changement d'organigramme du gouvernement. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait, par exemple, réduction de l'équipe gouvernementale, la disparition d'un certain nombre de ministères qui font doublon, voire triplon même parfois. Parce que quand vous prenez le domaine des faunes et de la forêt, par exemple, vous avez pratiquement 4 ministres là-bas. Donc, les gens, vu même le contexte économique, le contexte de crise, etc. Fallait resserrer le train. Fallait resserrer, peut-être voir l'avènement d'un certain nombre de portefeuilles. Est-ce qu'il ne faut pas un portefeuille à l'intégration nationale à la sécurité, par exemple, pour essayer de prendre en main davantage cette affaire de DDR et plein d'autres choses. C'est des idées comme ça qui me viennent, mais il a voulu rester démiurge, c'est-à-dire c'est lui le maître de l'univers. Il a voulu être thaumaturge, comme d'habitude, faiseur de miracles, avec le cas de, par exemple, Maître Momo. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été raillé, insulté, moqué, à qui les confrères n'accordaient aucune compétence particulière, aucune épaisseur, se retrouve comme cela porté à une fonction que beaucoup qui l'insultent aujourd'hui envient. Il faut se dire des vérités. Ils s'y voyaient. Et que on constate que ces confrères qui disaient non, il n'est pas très compétent, etc., c'est lui désormais le ministre de la Justice, même s'il est délégué. Donc, c'est d'abord ce souci du chef de l'État d'être le maître de l'univers, d'être le faiseur de miracles, d'apparaître comme dans toute sa magnanimité et sa prodigalité, d'où les séances de remerciements qui vont suivre dans les prochains jours et les diverses motions de soutien, qui fait en sorte que c'est ça d'abord son principal souci. Deuxième chose, et je vais dans le sens de Bobioko, mais avec un peu de fait plus précis. Le fait que des gens ne soient pas encore sanctionnés peut signifier l'une des trois choses. Soit le président
sur la base des rapports qu'il a, étant informé au quotidien, on dit même que c'est le Camerounais le mieux informé, c'est qui a fait quoi et a décidé de ne pas sanctionner les uns les autres. Soit il décide d'agir dans une logique mazarinienne de Mazarin, qui disait qui demandait aux patrons de laisser leurs collaborateurs de temps en temps voler, et ensuite leur dire que je sais que vous voulez pour pouvoir mieux les tenir. Parce qu'il n'y a pas plus docile que quelqu'un qui sait que vous savez qu'il a commis un larcin. Nous-mêmes, quand on était petits, quand vous commettiez une faute, votre père était au courant, vous levez rapidement le matin, vous commencez à laver la voiture et tout. C'est une façon de tenir les gens. Ou bien, comme l'a dit Bobionkono, rappelez-vous que l'affaire Albatros éclate en avril 2004. Le vol inaugural de l'Albatros. Avril 2004. Il y a élection présidentielle en octobre 2004. En décembre 2004, Atangara Bara est fait ministre d'État, secrétaire général président de la République. Cela ne va pas empêcher qu'il soit interpellé, je crois, le 10 août 2008. C'est bien compris. Comme il l'a dit, il a fallu 4 ans. Mara Faki était parti en 2002, alors que son scandale avait commencé en 2001, sera arrêté 11 ans plus tard, le 16 avril 2012. Donc, pour dire que c'est aller très vite en besogne d'interpréter cela comme une absolution, une promotion ou une condamnation future. Merci beaucoup. Professeur Albin Bida, est-ce qu'il y a des sorties sanctions ou comment dire, est-ce que c'est pour autant que ceux qui restent sont exempts de tout reproche dans ce nouveau gouvernement? Je suis mal placé pour pouvoir dire que tel a été sanctionné ou que tel a été récompensé. Est-ce qu'on doit interpréter la sortie d'un ministre d'un gouvernement forcément par une sanction? La sanction peut être positive ou négative. Oui. Je ne peux pas dire que tel est sorti parce qu'il était incompétent ou bien parce qu'il a commis une faute. C'était peut-être des contraintes politiques qui ont pu amener le président à redistribuer les cartes. Et je crois qu'il est mieux placé. Bon, pourtant vous êtes à côté de lui ici, vous auriez pu l'inviter à Canal Presse pour lui demander. Je passerai par vous la prochaine fois pour l'inviter. Donc je dis qu'il sait pourquoi il a nommé tel, il sait pourquoi il a promu tel, il sait pourquoi il a gardé tel, il ne l'a pas sanctionné. C'est-à-dire qu'il doit savoir, il est mieux placé pour savoir. Mais j'ai dit, si on parle des gens de l'affaire de la CAN, je vous ai dit qu'il y avait deux camps. Il y avait un groupe qui était soutenu par une certaine opinion et un autre groupe qui était soutenu par une autre opinion, c'est-à-dire et vice-versa. Et on voulait donc voir les têtes tomber. Et j'ai dit que la plupart de ces têtes ne sont pas tombées. Ne sont pas tombées. De deux choses l'une. Ou il a les rapports exacts, c'est pour là qu'il n'a pas sanctionné, ou alors il attend le moment opportun pour dire c'est maintenant que je prends la décision. Mais il faut faire attention parce que quelqu'un avait écrit sur ce monsieur-là en disant qu'il est très secret. C'est-à-dire que vous ne savez jamais ce qu'il pense et quel est le sens de la décision qu'il prend à tel ou tel moment. Je crois que, bon, là, on fait des analyses, des ça reconfirme, ce réaménagement reconfirme donc ce caractère... oui, mais il fallait quand même réaménager parce que les gens, on disait que les gens ne travaillaient plus. Et puis, bon, pour ceux qui voulaient un chamboulement, je signale qu'au mois de juin, il y a de fortes chances qu'on ait des élections législatives, municipales et éventuellement régionales. Peut-être qu'après ces élections, il va y avoir redistribution des cartes. Donc, c'était peut-être pour essayer d'abord de relancer, de remettre les gens au travail, parce que dans les ministères, les gens ne travaillaient plus, comme s'il fallait attendre le remaniement pour recommencer à traiter les dossiers. Abdourahmane, un mot, et puis je reviens à vous. Mais ce que je voudrais souligner quand même, on a du mal à décrypter un certain nombre de choses. Et je ne sais pas si je me trompe, mais de tout ce que je lisais dans les médias, de tout ce que j'entendais, on avait l'impression que l'ancien ministre des marchés publics était celui-là qui voulait ramener tout le monde vers l'orthodoxie. Et qu'aujourd'hui, quand on voit sa sortie du gouvernement, on se pose des questions quand même. Ça, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je pense que de ma posture de citoyen, on peut se poser des questions. Peut-être qu'il y a quelqu'un sur ce plateau qui peut essayer de nous décrypter cela, mais c'est quelque chose qui m'a quand même quelque peu surpris. Oui, justement, c'est pour répondre à votre question sur les sorties sanctions. Je commencerai justement par là.
Et il est beaucoup reproché au ministère des marchés publics d'avoir été plus source de problèmes qu'une solution. En termes d'abord de célérité, de productivité et de productivité des marchés publics. On a l'impression que jamais les marchés publics ne se sont portés aussi mal au Cameroun. En termes d'abord de conception des cahiers de charges. Deuxièmement, en termes de choix des exécutants et des opérateurs. Et troisièmement, en termes de coûts. Lorsqu'on se retrouve aujourd'hui à des coûts de 700 000 francs le mètre, ou c'est le mètre cube, ou c'est le camion, de sable. Pour parler comme Albert Mbida, il y a un problème. Vous n'avez qu'à voir la qualité des travaux qui sont réalisés aujourd'hui. Et on a l'impression qu'on a juste ajouté une autre couche de corruption, parce que si on vous dit le travail des délégués départementaux des marchés publics, ou on vous prend par exemple un professeur d'espagnol, on le met délégué des marchés publics et pour qu'il vienne contrôler un ouvrage de BTP où il est en train de mettre à mal les contrôleurs et les ingénieurs de la société de travaux parce qu'il essaie de trouver sa part, ça a créé beaucoup plus de problèmes. Et dans le dossier de la CAN justement, je pense que c'est la première victime de cette affaire de la CAN qui n'a pas véritablement commencé. Beaucoup lui a été reproché dans la procédure, les lenteurs de passation des marchés. Pour revenir, moi je pense que les sanctions ont beaucoup plus été sur le plan politique. On peut enlever quelques cas techniques. Madame Koun Abissi, à qui on se demandait très bien ce qu'elle faisait au ministère des Domaines, parce que 10 ans sans signer pratiquement les titres fonciers, ça fait long. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous ne pouvez pas dire qu'un ministre met 10 ans sans signer. Non, j'ai dit sans pratiquement. Non, il y avait un projet au Cameroun. Non, s'il vous par exemple, ce n'est pas le ministre. S'il vous plaît. Ce n'est pas le ministre. Il y avait un projet d'implantation. S'il vous plaît, avançons. Mais pour revenir, être beaucoup plus sérieux et être moins caricatural. Vous avez vu le Fundi, par exemple, père du ministre, Mamafouda, Mbargamboa. Est-ce qu'on peut interpréter cela? Le reste sans changement. Voilà. Est-ce qu'on peut interpréter cela comme la résultante du résultat assez inquiétant dans le Fundi qu'a réalisé, par exemple, le RDPC? On en vient justement à la question de la redistribution ou bien le redécoupage de la carte politique à l'issue d'une élection. Si vous permettez, parce que j'aimerais revenir sur cette affaire du ministère des marchés publics. Si on pense que ce sont les procédures mises en place, mais pourquoi on aurait pu tout simplement supprimer ce ministère? Oui, c'était à mon sens. Et puis moi, j'ai vu que pour la CAN, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de marchés de gré à gré. Exact. Ça veut dire que ce n'est pas forcément le problème de ce ministère. On justifie la création de la task force parce que les procédures ordinaires de passation de marché public ont été tellement lentes que lorsque la CAF commence à nous mettre la pression, on est obligé de créer une force extraordinaire afin de pallier à l'extrême lenteur du ministère des marchés publics. Merci Christophe. Je voulais d'abord, je pense que le réaménagement gouvernemental étant intervenu il y a quelques jours, il devrait être quand même intimement lié avant tout à l'élection présidentielle. Normalement. Et avant tout. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont pris du galon. Vous voyez, je ne voulais pas aller au cas par cas, mais on pourrait bien dire que le ministre Mendongo gagne du galon, et probablement parce que peut-être sa zone, le sud, s'est bien comporté. Le ministre d'État Ngongo gagne du galon parce que probablement la Haute-Sanaga, on en vient à la question de redécoupage de la carte politique après une élection. C'est très difficile de décrypter puisque comment je dis ça, le texte sort sans qu'il y ait une explication précise par rapport à quoi que ce soit. Mais pour revenir à la question des marchés publics, moi je ne me serais pas attendu à ce qu'on supprime ce ministère-là, dans la mesure où les marchés publics viennent de faire l'objet d'une grande réforme. Viennent de faire, et comment on les appelle, comment je dis ça, les ordonnateurs ont repris beaucoup de pouvoir par rapport au ministère chargé des marchés publics. Et il faut savoir que ce ne sont pas les cadres, ou bien ce n'est pas le ministère des marchés publics qui définissait souvent le cahier de charges, pas du tout. Même les avis d'appel d'offres étaient conçus par chacun. Par les ministères d'origine. Voilà, pas les ministères d'origine. Mais ce que je sais, c'est que ce ministère-là a été mal vu
ce ministère-là de manière générale mal vu par la plupart, enfin pas la plupart des autres intervenants, comment je vais dire ça, des responsables des autres structures qui devraient passer par là, précisément parce qu'il apparaissait comme un ministère qui contrôlait l'action des autres ministères. Mais ceux qui ont imaginé un tel ministère pour centraliser la gestion des marchés publics en un seul ministère et tout ça, savaient très bien qu'on allait avoir un blocage. D'étranglement. Ceux-là n'ont pas été sanctionnés. Parce que il est difficile. Et puis je trouve très caricatural. Si vous permettez, s'il termine, vous allez pouvoir relever la controverse dans ces propos. On repris assez de pouvoir. On a dû faire ces réformes-là. C'est parce qu'au bout de 5 ans, on a constaté qu'on n'arrivait à rien faire à cause de ces boulots d'étranglement qui était devenu le ministère des marchés publics. Vous-même vous dites une chose et son contraire. Et je vous dis, à quoi ça sert d'avoir l'ARMP, un ministère des marchés publics et des ordonnateurs qui ont repris l'essentiel de leur pouvoir dans le cadre de la passation des marchés où les demandes d'autorisation de gré à gré sont florès du simple fait justement que quand vos dossiers entrent dans ces ministères, si vous ne montez pas patte blanche, il n'en ressort pas. Je voulais dire de manière caricaturale pour terminer d'abord que vraiment c'est exagéré de dire qu'un professeur de géographie, d'espagnol est allé faire et tout ça. Si vous voulez prendre le profit des délégués départementaux, s'il vous plaît, on fera une émission sur les marchés publics. Le rôle des délégués départementaux n'est pas d'aller faire le travail que vous. Il y a eu des directions techniques qui ont repris en grande partie des cadres. Non, attendez, à la création de ce ministère-là, les cadres du ministère des Travaux publics, des anciens cadres du ministère des Travaux publics, sont des ingénieurs pour la plupart. Donc ce n'est pas bien ce n'est pas correct. Et puis, forcer sur les trains. Et puis, je voudrais dire une chose. On a crié, la question de Joël Moussa s'adresse au chef de l'État, qu'il interpelle le chef de l'État pour lui dire pourquoi vous avez le ministère des marchés publics, ainsi de suite, tout ça. Ce n'est pas la responsabilité d'un individu qui gère un maillon, un seul maillon. Tout à l'heure, lors de votre première prise de parole, vous avez parlé justement qu'il y avait des triplons, des doublons, ainsi de suite. Ça peut procéder de cette logique-là. Mais je ne vois pas, moi, je voudrais voir la responsabilité directe d'un individu précis par rapport à ce qui Merci. Avançons dans le débat, je vous en prie, monsieur. Je vais parler maintenant de la question de l'ouverture de ce gouvernement. Professeur Albembida, est-ce qu'on peut parler d'un gouvernement qui accueille de nouveaux alliés, notamment maître, je ne sais pas si c'est maître Jean de Dieu, parce que le texte n'est pas précis, il parle bien de monsieur Jean de Dieu Momo, qui est aujourd'hui ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Est-ce qu'on peut dire que c'est la récompense de tous ceux qui ont accompagné l'ORDPC dans son déploiement lors de la présidentielle? Non, ce n'est pas la récompense de tous ceux qui ont accompagné le RDPC, parce que si je m'en tiens au groupe qui avait été formé, c'était 20. Le G20. Le G20. Oui. Donc il n'y a pas eu 20 postes. 20 postes de ces gens. Il y a même d'autres. Donc tout simplement, le Premier ministre a estimé qu'il pouvait proposer au président de la République le nom de monsieur Momo. Donc le professeur est convaincu que c'est le Premier ministre qui a proposé. C'est ce que le texte dit. C'est ce que le texte dit. C'est d'ailleurs ce que le décret dit, professeur. Non, oui. Le décret dit sur proposition du Premier ministre. Okay, mais on devrait dire on s'en tient à ça. On s'en tient à ce qui est. J'ai entendu sur proposition du Premier ministre. Je n'ai aucune raison d'en douter. Voilà. Bien. Donc, c'est tout. Et donc, je crois que il fallait bien récompenser ceux qui ont soutenu le président, qui n'étaient pas à l'intérieur, comme certains d'entre nous, qui n'étaient pas à l'intérieur. Il fallait donc les récompenser, mais comme ils étaient un peu nombreux, on aurait réduit l'épine dorsale à la portion congrue. C'est peut-être pour cela qu'on a choisi un. On a choisi un, mais là aussi, ça relève du choix de la discrétion du président de la République. Parce qu'il y a du monde qui attend depuis bien longtemps. Il y avait certains qui attendent avant eux, certains qui attendaient déjà. Oui, exact. Certains qui attendaient déjà. C'est pas par ordre d'attente, finalement. Non, moi je crois que, comme je dis, il sait pourquoi il a pris tel et pourquoi il a fait sortir tel. Il doit avoir tous les dossiers parce que il faut éviter d'être catégorique dans l'appréciation. S'il dit que celui-ci a volé, celui-ci n'a pas volé, voici ceux qui ont volé, il peut avoir des surprises parce qu'il doit avoir les dossiers
Et comme avec les exemples qu'on a pris tout à l'heure, qu'il y avait des gens qui étaient mêlés à des choses pas très bonnes et qui ont continué à travailler normalement. Donc, et qui a été rattrapé 10 ans plus tard. Oui, il devait avoir les dossiers. Et donc, il sait pourquoi il a pris tel, pourquoi il a mis à tel ou tel endroit. Christophe Bobiokono, c'est le ministre délégué auprès du ministère de la Justice, dont c'est un profil que vous mettrez à la une de votre journal demain matin. Oui, c'est ce que... Peut-être pas la une, c'est pas s'il mérite la une. Nous allons faire la conférence. C'est le ministre délégué. On va faire la conférence des titres. Oui. Nous savons ce que c'est qu'un ministre délégué. Exact. Et c'est quoi un ministre délégué de la Justice? Il y en a un qui vient de partir. Je ne sais pas si nous, comme observateurs de ce champ particulier, nous avons souvenance de ce qu'il aurait fait de vraiment particulier. C'est difficile à lire l'action d'un ministre délégué. Nous considérons surtout particulièrement dans ce ministère, non? Surtout dans ce ministère-là, qui est quand même un ministère, on peut dire un ministère très très technique. Nous considérons que le ministre, la confiance a été renouvelée au ministre de la Justice, Laurent Nguesso, et donc bon, que les choses se poursuivent comme avant. Surtout qu'il est dit dans l'attribution des tâches que le ministre délégué auprès du ministre de la Justice assiste le ministre de la Justice, sans plus. Pourtant, dans les autres départements ministériels qui ont les ministres délégués, il y a très souvent des dénominations et des tâches bien précises attribuées aux ministres délégués et même parfois au secrétaire d'État. Dans le cas d'espèce, c'est juste une assistance au ministre de la Justice. C'est un cadeau à la dimension de ce que M. Jean de Dieu Momo cite, tel que c'est M. Jean de Dieu Momo qui a été nommé. C'est à la dimension de ce qu'il aura donné pour soutenir le président Paul Biya. Oui, c'est un peu comme le cas du ministère des Transports, où il y a un ministre délégué sans autres attributions, ce qui a souvent été source de conflit entre Méfio Marou, qui est parti, et ses prédécesseurs, ministres de Transport. Les différents ministres qui sont passés par là. Pour revenir au ministère des Transports, ministère de la Justice, vous voulez dire? De la Justice, pardon. Ça me permet de poursuivre dans ma lancée sanction politique. Il faut préciser que Jean de Dieu Momo de la Ménois remplace Jean-Pierre Fougui de la Ménois. Du groupement Bafou. Du groupement Bafou, où dans la Ménois, où le RDPC a quand même eu des résultats plutôt catastrophiques. Donc, ce gouvernement renvoie plus à une logique de récompense politique et de réconfiguration en tenant compte de la nouvelle carte géopolitique. Alors, quel est celui... Récompense alors que les résultats ne sont pas bons dans la Ménois là? Non, je vais dire ceci. Dans la Ménois, le président Biya estimerait que celui qui s'est le plus mouillé pour lui, dans le cadre de cette élection présidentielle, peut-être pas dans le département d'acteur, mais au plan global, et originaire de la Ménois, serait Jean de Dieu Momo. Cela amène à se poser la question où certains départements se disent que bon, nous on a reçu un galop, j'ai entendu quelques-uns de mes frères du Noun, et d'ailleurs dire que bon, nous on a avancé dans les résultats électoraux, on s'attendait à avancer dans l'establishment, partir peut-être de ministre délégué à quelque chose de plus important, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que c'est à ça que renvoie cette élection. Je vous ai parlé du cas du Fundi tout à l'heure, où Mama Fouda et Mbargamboa sont plus ou moins accusés d'être à l'origine de l'échec, entre guillemets, du RDP. Donc ce serait une sanction que de la sortie du gouvernement. Voilà, donc il y a comme cela un ensemble d'acteurs qu'on estime n'avoir pas trop vu sur le terrain pendant les élections et qui auraient payé. Et pour revenir à ceux qui attendraient ou attendent encore, j'ai demandé à quelques-uns de ne pas trop désespérer. Il y a encore les DG, il y a encore les SG, il y a encore les ambassadeurs, les recteurs et les conseillers techniques qui arrivent. Donc, la capacité redistributive de l'État du Cameroun... Pourquoi quand Joya Moussa dit à ceux qui attendent encore, au lieu de vous regarder, vous qui êtes présentatrice, il vous regarde, vous vous sentez concerné par son interpellation pour ça, oui. Non, il y a encore assez de capacité redistributive de l'État pour satisfaire autant ceux du G20 que ceux de l'intérieur du RDPC, Biaïs et consorts qui attendent depuis des lustres, dont il n'y a pas lieu de désespérer. Alors, sur le cas de la nomination ou la désignation du Premier ministre, je l'ai dit en début, il s'agit de Joseph John Gouté, c'est un fils du Sud-Ouest où il est chef traditionnel. Quelle peut être l'incidence de ce que le Premier ministère part du Nord-Ouest pour le Sud-Ouest dans ce qui est maintenant convenu d'appeler la crise sécuritaire dans ces zones-là? Je commence par vous, Christophe Bobiokono. C'est difficile de trouver un lien
C'est extrêmement difficile. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre parle du nord-ouest pour le sud-ouest, du sud-ouest pour le nord-ouest. Oui. C'est difficile. Moi, je ne trouve pas de lien. On dirait que c'est une rotation traditionnelle d'ailleurs entre les deux. Le président de la République a voulu continuer à travailler dans le confort. Il connaît cet ancien ministre chargé de mission, je crois, chargé de mission à la présidente de la République, qui est resté donc, avec lequel il a travaillé, qui était un proche collaborateur, et il se dit que devenu Premier ministre, sans doute que ce dernier est mieux armé pour conduire, pour exécuter les directives qui donnent la politique qu'il définit. C'est la seule explication que je pourrais donner pour le moment. Vous attendiez une réponse ou bien un redéploiement différent dans la résolution de cette crise sécuritaire, professeur Albin Bida, après le choix de ce nouveau Premier ministre? Non, je crois que on n'a pas encore commencé à résoudre cette crise et il va s'y atteler. Je constate tout simplement que John Ngouté est l'un des rares qui ne traîne pas beaucoup de casseroles. Il a été directeur général de l'ENAM. On n'a pas entendu des choses qui ne sont pas bien là-bas. Il a été directeur général de l'ENAM. Il était encadré au ministère des Relations extérieures. On n'a pas entendu beaucoup de bruit de casseroles. Et ensuite, il a été appelé à la présidence comme ministre chargé de mission. La plupart du temps, le président fait d'abord monter à côté de lui ceux qu'il veut nommer comme Premier ministre, à l'exception peut-être de Peter Mafani Moussongwe et de M. Achidi Achou, mais tous les autres sont souvent partis de la présidence de la République. Donc, c'est une nomination normale qui vient récompenser quelqu'un que le président a dû étudier. Il s'est dit, c'est celui-ci que je veux mettre à ce poste. Un bémol encore une fois. Oui. Monsieur John Ngouté n'était pas sous les feux des projecteurs. Sous les feux des projecteurs. Vous savez que la presse, en réalité, expose ce qui se passe dans le microcosme politique, où il y a des batailles les plus féroces. Maintenant qu'il est Premier ministre, je peux vous dire que celui qui part, Yann Philemon qui part, avait à peu près exactement le même profil. Oui, et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Nous-mêmes, au sein du Conseil national de la communication, nous avons eu des cas où des gens avaient écrit des choses incroyables sur le Premier ministre. Et c'est ça, là, enfin, c'est une réalité de notre espace politique. Dès lors qu'il est Premier ministre aujourd'hui, vous allez voir, lorsqu'il va commencer à arbitrer, à donner des directives dans les dossiers, vous allez voir comment, ce qui va être dit sur la personne. Douar Moussa, on se rappelle que Joseph John Ngouté a quand même été ministre en charge du Commonwealth et qu'à l'origine de cette crise sécuritaire, il y a la question de la pratique de la langue anglaise. Mais on l'a pas beaucoup entendu sur cette question, justement. Non, pas seulement un problème de langue anglaise, mais de préservation de la culture anglo-saxonne dans cette partie du Cameroun. C'est mieux dit. Voilà, donc tout le monde a été surpris par sa transparence, par sa platitude durant tout le processus de négociation engagé même depuis 2016. On avait cette impression d'absence. C'est quelqu'un, quand vous parlez avec les gens du Mirette, il est parfois même, excusez-moi le mot, d'une platitude. Est-ce que cette platitude-là en public est compensée par un quelconque activiste ou une certaine aspérité dans les couloirs, dans les couloirs et les coulisses du lobbying et de la négociation, peut-être, oui. Je suis assez bien placé pour savoir qu'il y a des gens qui font souvent de grandes choses en silence dans les couloirs et que le président de la République qu'il a nommé connaît justement les raisons. Mais je ne serais pas d'accord avec Bobby qui ne veut pas trouver des relations. Vous savez, en 92, on n'a eu pas une crise de cette nature sécessionniste, mais il y a eu des revendications au début des années 90 fondamentales des populations anglophones dans le cadre de ce qu'on appelle la All Anglophone Conference. Et on avait vu la bataille qu'il y avait entre la NOEDA là-bas, la Northwest Elite Development Association, et la SOEDA à propos de la détention pour le sud, à propos de la descension du poste de Premier ministre. Et quand on a été convaincu du fait que Achidi Achou devait partir, c'est même les batailles, et c'est là le deuxième plan de l'analyse, c'est que dans cette crise, on a également observé la même bataille, où M. Mafani Moussongwe s'est même fendu de déclarations disant que les gens du sud-ouest n'étaient pas d'accord avec ce qui s'est passé dans le nord-ouest. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faudrait savoir que le sud-ouest s'est battu pendant tout ce temps, c'est à démontrer plus d'allégeance
vis-à-vis du système que les élites du Nord-Ouest. On a même vu durant la campagne présidentielle, ils se sont battus à vouloir inviter le président de la République là-bas. Ils ont tenu un grand meeting à Buea. Même si on a dit qu'on a fait des charters pour que les gens y aillent, mais il fallait déjà le faire. Et la troisième chose maintenant, c'est que, comme d'habitude, le président a déjoué les paris. Donc, tous ceux qui se battaient à Yaoundé, tout le monde y voyait Elunché, tel Nalova, pour féminiser peut-être le gouvernement et tout. Il est allé sortir quelqu'un comme il est allé sortir Peter Mafani Mutsonge à Boya, alors que tout le monde se battait ici à Yaoundé dans le panier à Accra. Je me dis qu'il a d'abord retiré John Gouté, justement du feu de projecteur. Là, il était au Commonwealth où justement les populations anglophones disaient qu'en tant que ministre du Commonwealth, tu es là, tu ne dis rien, qu'est-ce qui se passe? Il a sorti du chaudron. Il a d'abord préservé pendant quelques mois la présidence avant de le sortir dans sa logique d'émuge de la présidence pour en faire le Premier ministre. Alors, on a longuement parlé du volet Cannes en début de cette émission. Je vous suggère de revenir sur le même volet, mais cette fois-ci lors de l'adresse du président à la nation le 31 décembre dernier. Paul Biya a assuré dans le dernier paragraphe de son propos que la Confédération africaine de football, au regard de certaines données, a pensé qu'il fallait procéder à un glissement de date. Nous en avons pris acte. Comme je l'ai déjà dit, tous les investissements liés à l'organisation de la CAN seront réalisés. Abdourahmane, est-ce que vous vous attendiez à cette explication au 31 décembre venant du président? Je m'attendais un peu à cette absence de prise de risque, parce que pour moi, il n'y a pas d'explication. Le président a voulu prendre acte, et vous savez, prendre acte, ça veut dire constater. On ne sait même pas à la limite quel est le sentiment qui vous domine. Quand vous constatez quelque chose, vous prenez acte de quelque chose. On a parlé de glissement. C'est là parfois que je me dis, on se pose des questions sur la nature, sur les informations qui sont souvent mises à la disposition du chef de l'État, parce que le mot glissement n'a été utilisé que dans les médias par le président et le vice-président de la CAF. Mais quand on regarde le communiqué, parce qu'il n'est pas compétent en matière de compétition. C'est le comité exécutif de la CAF qui est compétent. Ça, ce sont les statuts de la CAF. Et c'est ce comité qui a pris la décision le 30 novembre de retirer. Voilà le mot qui était utilisé. Mais il faut dire au Camerounais que c'est Ahmad Ahmad qui a d'abord utilisé le terme glissement. Justement, c'est pour ça que je dis, M. Ahmad Ahmad a voulu rattraper quelque chose. Mais il y a les écrits. La CAF, le comité exécutif de la CAF a pris la décision de retirer la CAN. On n'a pas pris la décision de glisser. Oui, parce que ça n'existe pas. Le glissement de date pour la CAN n'existe pas tout simplement dans les statuts ou dans les règlements, la réglementation applicable de la CAF. C'est quelque chose qui n'existe pas. Si vous voulez faire glisser les dates, en réalité, ça voudrait dire que la CAF était obligée et est obligée, et c'est ça la difficulté de M. Ahmad aujourd'hui, la CAF est obligée de retirer la CAN à 3 pays. Pour glisser toutes les dates. Pour glisser, oui, parce qu'il fallait d'abord commencer par la Guinée. Il fallait commencer par la Guinée pour de 2023 à 2025. Oui. Aujourd'hui, ce serait quand même incroyable de dire aux Guinéens, écoutez, dans 4 ans et demi, vous ne serez pas prêts. Déjà, on a dit aux Ivoiriens, dans 2 ans et demi, vous ne serez pas prêts. Ce qui est quand même... C'est très limite. Oui, voilà. Et on a vu que les Ivoiriens sont allés devant le TAS, parce qu'il faut relever, il y a des mécanismes qui échappent à l'opinion publique. Pourquoi est-ce que aujourd'hui on a des grands doutes en ce qui concerne 2021? Oui. Vous savez, tout le monde a suivi que la Côte d'Ivoire est allée au TAS, mais on ne sait pas pourquoi, où est-ce que l'affaire en est aujourd'hui. Mais la réalité c'est quoi? C'est que M. Ahmad, qui n'est pas compétent, le président de la CAF n'est pas compétent pour prendre des décisions en ce qui concerne vous avez déjà dit, c'est le comité exécutif des compétitions de la CAF en général. Au sorti du 30, a déclaré qu'on avait attribué 2021 au Cameroun. Son vice-président a renchéri, a répété la même chose dans les médias internationaux. Non, c'est pas ce que moi j'ai suivi. S'il vous plaît. J'ai lu le communiqué du président de la CAF au soir où la décision a été prise. Dans ce communiqué-là, la CAF demandait à l'État du Cameroun, au chef de l'État camerounais, d'accepter d'accueillir la compétition en 2021. S'il vous plaît, ça c'est pas le communiqué. Donc ce n'est pas exactement ce que vous dites. Non, s'il vous plaît, attention, vous parlez de 2 choses. Il y a la lettre de M. Ahmad au chef de l'État et il y a le communiqué du comité exécutif. C'est pour ça que depuis, je vous dis, M. Ahmad, il y a ce qu'il dit.
et il y a ce que le comité exécutif a dit. Le comité exécutif a retiré. Mais maintenant, M. Hamad a proposé au président de la République, mais par la suite, Afrique Média, pour ne pas citer, il a bien affirmé qu'on avait réattribué, qu'on avait décidé de donner. Est-ce que pour cela, le communiqué du comité exécutif a retiré la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire. Oui. Et si c'est sur quoi dans ce fonde la Côte d'Ivoire pour aller devant le TAS? Justement, j'en arrivais là. Oui. Parce que justement, on a dit, M. Hamad a fait des déclarations. Les Ivoiriens, on a attaqué les déclarations de M. Hamad et de M. Omari. Oui, justement, ils sont allés pour dire, vous pouvez le faire. L'article 70 du Code civil suisse vous permet de saisir le tribunal tout simplement parce que vous avez eu une information à travers les médias. Oui, vous pouvez, non pas lui dire. Quand un président d'une telle confédération fait des déclarations, il a fait. Son vice-président l'a répété à RFI. C'est une voie de presse. Voilà, donc ils ont saisi justement le TAS et le TAS a donné 24 heures à la CAF pour qu'elle produise la décision. Parce que vous savez, sans décision, le TAS ne peut pas procéder. Et donc, c'est à ce moment-là que la CAF était obligée d'écrire pour dire que, écoutez, cette décision n'avait jamais été prise. Pourtant, il y a eu une polémique entre M. Moussa Biliti, le président de la fédération libérienne de football, qui est membre du comité exécutif, qui a dit, quand M. Hamad et M. Omari avaient commencé à dire qu'on avait attribué 2021 au Cameroun, il est sorti, il a dit jamais. Il dit, moi j'étais dans la réunion. Après même, il a dit, sauf si ça a été dit en français et que ça m'a échappé, comme moi je ne suis pas francophone. Mais M. Omari a dit non, écoutez, il était sorti certainement pour aller, il s'est absenté. Mais quand on était devant, quand ils sont arrivés devant le TAS a demandé à la CAF de produire la décision. Ça fait partie du code aussi du TAS. Si vous démontrez que une personne détient un document, le TAS peut demander, sommer la personne ou l'institution de produire le document. Et là, comme il y avait les déclarations du président de la CAF, on a sommé la CAF. Et la CAF a été obligée de dire, écoutez, il n'y a pas eu de décision concernant 2021. Pour le moment, la décision concerne 2019. Et nous allons voir. Et dans la même lettre, la CAF a reconnu avoir contacté les Ivoiriens pour leur demander de céder 2021. Mais ils ont rajouté que ce n'était pas obligé. Ils ont rajouté que ce n'était pas une obligation. C'est bien compris. Voilà. Donc, ça veut dire que sur la base des informations d'Abdourahmane, professeur Albin Bida, que le président a pris acte d'un événement qui n'est peut-être pas encore achevé dans le temps ou pas, finalement. Oui, non. Le président a parlé d'un glissement de date. Oui. Mais le glissement, là, c'est pour qui? Puisqu'on nous dit qu'on n'a pas encore dit que c'est 2021, c'est le Cameroun. Et ensuite... Et le président n'a pas dit 2021. Voilà. Si je reviens sur les propos. Il a juste parlé d'un glissement de date. Oui, il peut s'agir d'un glissement de date de 2019. La Coupe d'Afrique de football féminin devait se tenir à une date. Elle a été décalée. Parce que rien n'est encore joué. Et je signale que quand on dit que c'est le Cameroun qui va organiser en 2021, j'espère que Dieu me prêtera vie et je vais voir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la phase des éliminatoires. Nous sommes dans le même groupe avec un pays qui s'appelle les Comores. Et les Comores sont en train de préparer le dossier pour que le Cameroun soit sanctionné. Parce que vous savez que quand vous renoncez ou quand on vous retire, vous êtes automatiquement suspendu pour l'édition et pour l'édition qui arrive. Donc 2021. 2021. Donc cette affaire-là est un peu compliquée. C'est pour là que depuis un certain temps, moi je me méfie des déclarations de M. Hamad. Et je crois que, comme je l'avais déjà soupçonné au départ, il voulait donner cette canne à ses oncles maternels. Sauf que, comme c'était trop gros, tout le monde a commencé par dire, mais quelle est cette affaire-là? Il voulait donc maintenant envoyer ça à un autre pays, l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Pour ce qui est de l'Égypte, il y a des problèmes de sécurité. Les gens commencent à dire, mais vous avez parlé de la sécurité au Cameroun et en Égypte, c'est comment? Pour l'Afrique du Sud, le Parlement n'a pas encore dit oui, parce que l'Afrique du Sud a dit oui, c'est bien beau, vous voulez nous donner ça, mais il faut contribuer. Donc, il y a le problème du Maroc qui n'a pas voulu s'engager tout de suite.
parce que le Maroc a dû se dire, entre l'organisation de la CAN 2019, retirée au Cameroun, et les intérêts économiques que nous avons, je vous signale que le Maroc a racheté une grande banque camerounaise et est en train de vouloir racheter une autre grande banque camerounaise. Donc, le Cameroun est un partenaire économique prioritaire pour le Maroc. Tu dois se dire, entre organiser la CAN qui peut nous coûter un peu d'argent et prendre cette grande banque, nous préférons prendre une grande banque. Et donc, il reste donc l'énigme des Comores. Parce que si les Comores déposent leur dossier et si le TAS dit le droit comme on dit, nous risquons d'être disqualifiés pour 2019 et 2021 parce qu'ils vont dire voici ce que dit, je crois que c'est l'article 53 ou 80. C'est bien compris. Oui. Christophe Obiokono. Je ne suis pas un spécialiste du droit du sport, mais je suis quand même étonné que une supposée procédure des Comores, peut-être même procédure future, puisse être prise pour une décision. Je parle sur le contrôle d'Abdourahmane. Ce n'est pas le TAS qui prend les sanctions pour le compte de la CAF. Je crois que la décision, c'est le 20, c'était de retirer ou de faire glisser la date de la CAN attribuée au Cameroun a été prise par, vous avez dit, le comité exécutif. Exact. Oui. Vous avez dit c'était au Ghana. Mais cette décision-là ne dit pas qu'on inflige des sanctions, une sanction pécuniaire et toutes les autres sanctions relevées par le professeur Mita. Je crois qu'il faudrait être prudent. La dernière chose que je voudrais dire sur ce dossier, c'est que nous faisons beaucoup nous parlons des choses qui ne nous concernent pas directement. Et il y a au cœur de tout ce qui se passe là, la question des infrastructures. Exact. Nous sommes aujourd'hui en janvier 2019. Est-ce que en l'état actuel, notre pays est à mesure... Il y avait des infrastructures qui étaient annoncées pour être livrées le 31 décembre 2018. Je me souviens de la première question que vous avez posée à Abdourahmane, c'était est-ce que nous serons prêts la première question que vous avez posée en tenant compte du glissement des dates, mais nous n'avons pas répondu à cette question-là. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on va faire beaucoup de spéculations sur monsieur Ahmad, ainsi de suite? Pour moi, je trouve que nous faisons diversion. Je donne d'abord la parole à Abdourahmane et puis je vous la redonne tout à l'heure. Sur sa première préoccupation d'abord, il faut savoir que la CAF ou les dirigeants de la CAF ne sont pas si souverains que ça. La CAF s'est dotée des statuts et d'une réglementation applicable. Et ces dirigeants sont tenus de respecter ces textes. C'est pas, vous ne pouvez pas venir, monsieur Ahmad, on a l'impression, s'il vous plaît, qu'il peut tout se permettre parce que, non. Concernant par exemple la question des Comores, les Comores ont qualité, ont intérêt. Parce qu'ils sont classés, si le Cameroun est exclu, ils vont être qualifiés pour la CAN. Écoutez, et vous avez l'article 92 du règlement de la CAN qui dit que si on vous retire la CAN, ou bien vous-même vous désistez, si c'est un an avant, ça c'est le cas du Cameroun parce que c'est 7 mois avant, on a dessaisi le Cameroun, on a retiré la CAN au Cameroun. C'est pas le Cameroun qui a dit qu'il ne prend pas. C'est la réglementation qu'il a prévue. Nous devons être sanctionnés immédiatement. D'abord pour l'édition concernée, nous devons être disqualifiés et pour l'édition aussi qui suit. Ça veut dire que 2021. C'est le règlement. Monsieur Ahmad n'est pas au-dessus du règlement. Aussi, tout président de la CAF qui est... Non, même le comité non plus. La question par rapport à la décision. Personne, s'il vous plaît, pour terminer sur ce point. Terminer cette question, je vous en prie. Pour terminer... Non, s'il vous plaît, pour terminer sur ce point. Non, parce que monsieur Ahmad s'est exprimé longuement sur ces questions. Je vais vous dire, l'organe suprême de la CAF, c'est l'Assemblée générale, n'est-ce pas? Même l'Assemblée générale ne peut pas violer les textes de la CAF. L'Assemblée générale est tenue de respecter les textes de la CAF. Si l'Assemblée générale fait quelque chose, prend une décision contraire aux dispositions statutaires et que quelqu'un se plaint devant le TAS a la compétence d'obliger la CAF, que ce soit son comité exécutif, que ce soit son assemblée générale. Maintenant, l'Assemblée générale de la CAF a une prérogative. Elle peut changer la réglementation. C'est elle qui légifère. Vous comprenez? Et le comité exécutif aussi, c'est l'autorité suprême en termes de compétition. C'est le comité exécutif. Le comité exécutif peut décider de changer les règlements. Mais une fois qu'il ait changé ce règlement, ce comité est tenu de le respecter. C'est ce que vous devez savoir. Merci. Moussa Djoya. Oui, moi j'ai d'abord un questionnement peut-être simpliste. La question des infrastructures. On en vient. Oui, qui est celle de savoir, la CAN, c'est la propriété de la CAF. Oui. D'accord. Si la CAF
décide de ne pas donner la CAN à quelqu'un, est-ce que le TAS peut obliger la CAF à attribuer la CAN à un pays? Ça dépend. Je peux répondre à cette question. Oui. Et si la CAF dit que moi je ne donne pas assez? Non, la CAF est soumise à l'autorité du TAS. Non, je vous demande. Non, je vais vous diriger. Non, ça dépend des étapes, monsieur Moussa Ndoya. Oui. Ça dépend des étapes. Je précise ma question. Non, j'ai compris. C'est bien compris. La question est comprise. Non, la question est comprise. Non, c'est compris, c'est compris. J'ai compris votre question. Je vous ai dit, ça dépend de l'étape où on se trouve. Il y a une procédure pour attribuer la CAN. Là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a des dossiers. Mais le comité exécutif de la CAF, s'il vous plaît, le comité exécutif, à ce stade-là, peut décider que, bon, si vous êtes candidat, pour telle raison que j'explique et pour telle autre raison, je ne vous donne pas la CAN. C'est difficile. J'avais peur que vous n'ayez pas compris. Non, je vous reprécise ma question, s'il vous plaît. Je vous dis ceci. En 2021, le comité exécutif dit que nous avons dit que la CAN va se jouer au Cameroun. Est-ce qu'il y a une institution qui est capable d'obliger la CAF, permettez-moi de terminer, soyez un peu patient, d'obliger la CAF d'attribuer la CAN à un autre pays? À la Côte d'Ivoire, par exemple. Non, s'il vous plaît, docteur. Que Abdourahmane termine et... Docteur, je me permets. Non, il va compléter. Oui. La CAN 2021 a été attribuée à la Côte d'Ivoire. Si la CAF retire la CAN de 2021 à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire peut saisir le TAS. Je suis d'accord. Et Et éventuellement, la CAF sera condamnée parce qu'elle a retiré la CAN à la Côte d'Ivoire sans motif. Mais le TAS ne peut pas dire aller attribuer à tel ou tel pays. Mais en condamnant le TAS d'avoir retiré la CAF, oui. En condamnant la CAF d'avoir retiré la CAN, ça fait beaucoup de sigles à manière, je comprends. C'est en d'autres termes, on dit laissez la Côte d'Ivoire organiser. Vous pouvez aller attribuer à quelqu'un d'autre, mais la CAF sera... Est-ce qu'il n'y a pas les questions de motifs qui interviennent et la gravité des motifs? Ce qui est important, tout à l'heure, il n'a pas eu la patience de vous écouter jusqu'à la fin. Je vous ai dit, au début du processus d'attribution, la CAF est souveraine. Elle peut décider vraiment de donner à un pays, d'attribuer l'organisation de la CAN. D'accord. Mais maintenant, une fois qu'on a attribué la CAN à un pays, comme c'est le cas pour la Côte d'Ivoire, depuis le 20 septembre 2014, la CAF a attribué à la Côte d'Ivoire, il y a eu des échanges, il y a une sorte de contrat entre les pays, entre la Côte d'Ivoire et la CAF. Vous ne pouvez pas venir, si vous avez un contrat avec quelqu'un, vous ne pouvez plus venir disposer de vos droits, parce qu'un contrat suppose quoi? Des obligations et aussi en même temps des droits. Vous comprenez? Donc il y a un contrat. Vous êtes en train de dire que vous pouvez signer un contrat. Vous êtes en train de dire que la CAF peut signer un contrat et que la CAF s'engage, prend des engagements et qu'elle peut revenir sans raison. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que on ne peut pas dire le TAS ou pas le TAS. Le TAS est là pour examiner quand il y a une décision. Écoutez, quand il y a une décision, en l'occurrence, si la CAF venait à prendre la décision de retirer la CAN à la Côte d'Ivoire, c'est de la compétence du TAS d'examiner les conditions de ce retrait. Dans les motivations si le TAS estime que ces conditions ne sont pas remplies, le TAS a le pouvoir de remettre cette CAN. L'organisation, oui. Et si la CAF dit que moi je n'attribue pas mes institutions, écoutez, l'organisation, vous avez un problème parce que, écoutez, le football, le sport dans le monde est bien organisé. La CAF et la FIFA ont accepté, et toutes les fédérations internationales, et par ricochet... Quels sont les moyens de pression et d'exécution qu'a le TAS sur la CAF? Vous n'avez pas déjà écouté la réponse sur c'est que le TAS a la capacité même d'annuler même une édition de la CAN et que ça ne se joue pas. Si ça se joue, ça veut dire que la CAF sort du mouvement olympique. Parce que la CAF n'est pas une entité qui fonctionne comme ça. La CAF fait partie de ce qu'on appelle le mouvement olympique. Vous avez le CIO, vous avez les fédérations internationales. Vous comprenez? Et c'est comme ça que le football et tout le monde s'est entendu. Et on a, et il y a un tribunal qui est là et qui doit connaître, ça c'est pour limiter les abus. Parce que si vous pensez que vous pouvez avoir une structure comme la CAF et qui peut prendre des décisions comme elle veut, quand elle veut, ça veut dire que personne n'a ce pouvoir dans ce monde. C'est pour ça que vous avez l'ONU, c'est pour ça que vous avez, c'est pas possible. Les voies de recours. Dans l'organisation du football mondial. Maintenant on vient à la question des infrastructures et je reviens sur le discours du président parce qu'il a dit, après avoir pris acte, il a dit, comme je l'ai déjà dit,
tous les investissements liés à l'organisation de la CAN seront réalisés. C'est un engagement, Christophe Bobiokono, qui revient justement sur les infrastructures dont vous parliez. Peut-être vous insistiez pour dire que à date, tel que le calendrier était maintenu, et que les infrastructures étaient annoncées pour être bouclées le 31 décembre 2018, ça n'a pas été fait. J'ai vu cet endroit-là qui a été un ministère qui a été cassé par des... Les abords du lac ont été terrassés. On n'a pas dépensé l'argent pour terrasser ça. On a pris des gens qui ont des muscles qui sont allés casser, voilà, et tout. Et ils ont commencé à vendre leur gravier là-bas. Je n'ai pas vu... je ne semble pas voir qu'il y a un investissement qui sera fait là-bas. Nous sommes en janvier 2019. Rien que sur la base de ça, je pose donc la question. Est-ce que on peut dire que à l'heure actuelle, le Cameroun est capable d'organiser la CAF en ayant toutes les infrastructures voilà. Le problème ne se pose pas en ces termes, dans la mesure où il n'est plus question d'organiser la CAN en juin-juillet. Mais si on avait gardé le rythme de travail tel que c'était prévu dans le premier calendrier. Si on rentre dans les si, je vais vous dire que si la CAF n'avait pas décidé de manière unilatérale et autoritaire de modifier le nombre d'équipes participantes à la CAN 2019 de 16 à 24. Le Cameroun ne serait pas dans cette situation. On a accepté. Justement, c'est pour ça que je suis en train de vous dire pourquoi on a accepté. Si, sur le plan juridique. Vous parliez de contrat tout à l'heure, M. Abdourahmane. Mais la date a bougé. Il faudrait savoir que les consentements font partie des actes de contrat. Justement, sur le plan juridique, sur le plan juridique, les conditions de ce consentement ne sont pas remplies. Moi, je parle maintenant sur le plan juridique. Pas dénoncé à l'époque. S'il vous plaît, et c'est pour ça que les acteurs du football sont là. Le gouvernement n'est pas outillé pour gérer ces questions. On ne fait que le dire. Les gens qui étaient là, Maître Api, ils ne connaissaient rien au football. Tous ces gens qui étaient les interlocuteurs de la CAF ne connaissaient, s'il vous plaît, non, être avocat de renom. Moi, j'ai vu ce que Maître Api a fait. Il a violé la loi du Cameroun pour imposer quelqu'un à la tête de notre fédération. Et aujourd'hui, nous sommes devant les tribunaux. C'est pas fini, alors qu'il était venu pour régler ce problème. Il a violé la loi d'une manière inacceptable. Vous avez attaqué la décision de la dernière élection dans la FECAFOOT. Non, c'est pour vous dire, pas seulement ça. Même si on dirait le bon jury, il ne serait pas non, mais quand vous répétez la même chose, Maître Api, il est allé choisir quelqu'un, il est venu l'installer. Je vais vous dire une chose. Ce que vous dites est quand même caricatural. Je vais vous dire une chose. Vous avez vu l'élection avec 66 membres, vous dites qu'il a choisi quelqu'un. Oui, mais vous avez vu l'élection, s'il vous plaît. Je vous suggère de sortir la question. Vous avez vu l'élection, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Vous défendez une cause. Vous défendez une cause. Non, je vais donc vous dire, parce que moi j'assume. Et moi je défends quelque chose. Je vais vous dire. Merci. Je vais vous dire, monsieur Moussa. Je vais vous dire. Calmez-vous. Madame, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Si on élirait même le bon, s'il vous plaît. Alors là, je pense que j'ai touché une question. J'ai touché à une question. Non, pour dire une chose. Non, écoutez, l'élection à la FECAFOOT. S'il vous plaît. Non, je vais vous dire. Non, je pense que quand même, nous devons. Je vais vous dire une chose. L'élection à la FECAFOOT, c'est pas ce que vous avez vu à la télé. Non, c'est pas ce que vous avez vu à la télé. Le problème qu'on décrit, c'est le problème. Comment on a choisi les gens qui sont venus l'autre jour à la télévision. Je vous prends un exemple. Pardon, je vous en prie. S'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. S'il vous plaît. Permettez-moi que je dise quelque chose. Permettez que je dise quelque chose. Non, je vous en prie. Je vais vous dire une chose. Vous vous calmez. Merci. Et Abdourahmane, s'il vous plaît, non. Permettez que moi je vous dise quelque chose. Permettez-moi que je dise quelque chose. La question de la FECAFOOT n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a personne pour répondre de la gestion de M. Api. Et je ne voudrais pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas été invité. Il n'a pas été invité pour cela. Je vous en prie. Son point de vue. Non. Monsieur Abdourahmane, son point de vue ne vaut pas pour la FECAFOOT. Donc, je vous en prie, sortez de la question de la FECAFOOT. Non, je vous en prie, s'il vous plaît. Revenons à la question de la CAF. Je vous en prie. S'il vous plaît, c'est très important. Parce qu'après, c'est des questions comme ça qui créent les droits de réponse. Parce qu'il n'y a pas la FECAFOOT sur ce plateau pour répondre de la gestion de M. Api. Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Je n'ai pas convié. Je n'ai pas convié. Je n'ai pas convié la FECAFOOT. Suis-je de la FECAFOOT? S'il vous plaît, monsieur Njoya. Je ne suis pas de la FECAFOOT. Monsieur Njoya, merci. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Njoya devient... Non, calmez-vous, allez-y, continuez. Revenons à la question de la CAF. Racontez des inepties sur ce que vous ne savez pas. Revenons à la question de la CAF. C'est déjà... Non, c'est déjà réglé. Je ne suis pas de la FECAFOOT. Alors, messieurs, c'est réglé. Taisez-vous donc. S'il vous plaît. Taisez-vous donc. Un peu de respect pour les téléspectateurs qui vous reçoivent vous ne savez pas de quoi on parle, vous vous taisez. Non, merci. Non, calmez-vous. Taisez donc. C'est vous qui êtes devenu... Alors, si vous insistez, on va passer à autre chose. On va passer vraiment à autre chose pour pouvoir évoluer dans ce débat. Abdourahmane, je vous réinterpelle sur la question de la CAF et de la plainte que vous avez déposée justement. Pourquoi on est allé au TAS? C'est parce que justement les conditions de ce consentement ne sont pas remplies. Parce qu'aujourd'hui, qui a dit à la CAF que oui, nous pouvons à 24? C'est monsieur c'est la FECAFOOT. Non, c'est monsieur Tombiaroko. C'est la FECAFOOT. S'il vous plaît, là, quand on est dans les médias, on peut le dire. Mais quand on est devant une juridiction, ça ne peut pas se dire. Pourquoi? Parce que si vous demandez à la CAF aujourd'hui de vous produire le document du Cameroun qui dit oui, nous sommes d'accord pour 2024, c'est la lettre de M. Tombi. Et vous avez des décisions. Vous avez une décision de la CCA, vous avez une décision du TAS qui dit que M. Tombi n'est pas président. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas engager la fédération. J'insiste qu'on est sur le plan du droit. Le deuxième point, le seul document qui pouvait nous lier à la CAF sur la CAN 24, c'est l'accord cadre, ce qu'on appelle l'accord cadre. Ce document a été élaboré immédiatement après le symposium par une task force, il y a des task force partout, a été élaboré par la CAF et qui a transmis au Cameroun au début du mois de septembre. Et c'est ce document qui reprend le nouveau cahier de charges avec les conditions minimales. Il y a ce qu'on appelle l'annexe F, ainsi de suite. Et ce document a été transmis au Cameroun. Maître Apila a signé depuis le 20 septembre 2017. Ça veut dire qu'une semaine après son arrivée à la FECAFOOT, la CAF n'a jamais contresigné ce document. Or, c'est sur la base de ce document qu'on est venu nous contrôler. C'est sur la base de ce document qu'on nous a sanctionné, qu'on nous a retiré la CAN. Donc, sur le plan juridique, vous ne pouvez pas opposer à quelqu'un un contrat auquel vous n'avez pas souscrit. Vous ne pouvez pas refuser de signer un contrat. Pourquoi la CAF a refusé, a laissé traîner ce document pendant 14 mois dans ses tiroirs? Et puis demain, et un jour, on ressort, on vous applique. Parce que les missions qui sont arrivées au Cameroun, ce sont ces missions-là, c'était les conditions minimales, dont l'annexe F de l'accord cadre. Donc je dis sur le plan juridique, devant le tribunal, on a fait valoir tout ça. On a dit, écoutez, aujourd'hui, on nous dit, sur la base de cette chose, de telle chose, on vous sanctionne, alors que ce document, cet accord n'existe pas. D'accord, c'est compris. Et bon, maintenant, si nous sommes allés au tribunal, pour le dernier truc, si nous sommes allés au tribunal, c'est tout simplement parce que nous sommes convaincus que nous avons la capacité, vu les arguments juridiques que nous détenons, nous avons la capacité d'obliger la CAF, si elle veut avoir une CAN 24, de repousser les dates jusqu'à la fin de l'année. Et donc, ça pourrait donner quand même au Cameroun des mois supplémentaires. Ça sera toujours un glissement de date, mais plus les dates arrêtées dans le départ. Christophe Bobiokono. Moi, je vois que on a évité la question des infrastructures. Mais je voudrais qu'on ne prenne pas pour vérité d'évangile ce que dit monsieur Abdourahmane. Pour la semaine, est-ce qu'on pourrait retirer la Coupe d'Afrique des Nations remportée par les Lions Indomptables au Gabon, sous prétexte que à cette époque-là, le président de la FECAFOOT s'appelait Tombiaroko. Qui s'est plaint? Non, ce n'est pas une question de. Il faut se plaindre. C'est pas une question de plainte. D'accord. Je voudrais dire que lorsqu'il y a eu une série de missions de la CAF au Cameroun, jamais on a vu ces organismes-là qui contestent aujourd'hui l'absence... L'interlocuteur, on va le dire, la qualité de l'interlocuteur qui était en face. Mais bien sûr, et puis ils n'ont pas dit, mais sur quelle base vous venez inspecter, sur quelle base? Et dès que se pose le problème des infrastructures, de l'évaluation, de l'organisation de la CAN, du retrait de la CAN, et puis subitement, les gens sortent avec des qualités qui sont à démontrer. Parce que vous, M. Abdourahmane, vous n'êtes pas
président de la FECAFOOT. Vous n'êtes pas, vous ne représentez pas le gouvernement du Cameroun. Mais vous parlez, alors que vous contestez à monsieur Tombi Aroko d'avoir saisi la CAF par un document. Je crois que c'est un débat, c'est un vaste débat qu'on ne peut pas épuiser dans un plateau de télévision. Exactement. Il y a certaines personnes que tant que ce n'est pas eux qui seront pas du tout. Je voudrais évoluer sur la question pour dire justement à vous, Abdourahmane, que l'UCAF, l'Union Camerounaise des clubs amateurs de football, a commis un communiqué sur les réseaux sociaux qui dit avoir suivi avec consternation le communiqué par lequel la FAC a rendu public sa décision de confirmer l'appel déposé au TAS en contestation des récentes décisions de la CAF, notamment le retrait de l'organisation de la CAN 2019, et l'UCAF dénonce justement cette démarche pour les raisons suivantes. Votre décision s'oppose radicalement à la position du gouvernement, on l'a déjà dit sur ce plateau, qui privilégie, elle, les voies du dialogue entre le Cameroun et la CAF, et aussi en s'attaquant à la CAF dont vous n'êtes pas membre, vous outrepassez vos objectifs et vous mettez en péril les relations entre le Cameroun, la FIFA, la CAF, la FECAFOOT. Mais c'est aussi dire que si votre décision prospère, vous aurez gain de cause là où même le gouvernement camerounais a estimé qu'il ne fallait pas aller se battre. Est-ce que vous n'êtes pas présenté comme un rebelle qui se mêle de ce qui ne... Est-ce que vous avez une position officielle du gouvernement camerounais dans l'affaire? Le président a dit qu'il prend acte. Oui, justement, on a parlé de ce glissement. Prendre acte, c'est constater. On a dit... Vous êtes en train de dire que le président est... Ce n'est pas un acte. Non, oui, quand vous prenez acte, c'est pour ça que je vous ai dit, nous sommes des acteurs, s'il vous plaît, nous sommes les acteurs du sport. Nous estimons que nous sommes... Vous venez de citer l'UCAF. L'UCAF, ce sont des marionnettes entre les mains de maîtres à payer, ceux qui sont à la fédération. C'est une association. Vous êtes concerné quand je parle des affaires de la fédération. Je vous donnerai la parole juste après. Et puis maintenant il dit qu'il n'est pas de la fédération. S'il vous plaît, je vous en prie. Mais écoutez, monsieur... Permettez de respecter la position des autres lorsque... Qu'il laisse parler. Oui, je ne sais pas pourquoi il se sent touché. Abdourahmane, il a compris. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que le CAF, vraiment pour nous, c'est rien du tout. Il n'existe pas. C'est une petite association qui est à Douala. Écoutez, les membres indirects d'une fédération, si nous pouvons attaquer les décisions de la FIFA, ce sont les décisions de la CAF que nous ne pouvons pas attaquer. Nous avons attaqué au moins 10 décisions de la FIFA. Et nous en avons remporté certaines. Mais qu'est-ce que les gens sont en train de raconter? Mais dans le cas d'espèce, vous ramez à contre-courant de la position du gouvernement. On ne rame pas à contre-courant parce que vous n'avez pas... Moi, j'ai bien suivi le discours du chef de l'État. Mais maintenant, si nous sommes dans la sorcellerie, comme on dit souvent, nous pouvons faire de la sorcellerie. Mais aller chercher ce que veut dire prendre acte d'une décision. Vous prenez acte. Il y a une décision qui est là. Quels que soient les effets que cette décision déploie, on applique. Non, quand on prend acte, on applique. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dans la situation? Je donne la parole à professeur Qu'est-ce que vous voulez que le Cameroun applique? Merci. Madame, la parole. À propos du gouvernement. Dans cette affaire de droit, le gouvernement n'a rien à voir avec la CAF. Ce n'est pas le gouvernement qui est allé demander l'organisation de la CAN au Cameroun. C'est la Fédération camerounaise de football. C'est bien compris. Voilà. Donc, le gouvernement n'a aucun droit direct à l'affaire. Mais nous, écoutez, les membres, la CEFAC, c'est au moins 500 clubs. Ça en témoigne la dernière assemblée générale qui a eu il y a 1 an à Yaoundé. Et donc, si vous avez, et dans l'affaire, vous avez au moins 100 clubs qui ont donné mandat pour contester une décision. Et ces clubs sont des membres, je dis, indirects de la CAF. Et nous avons une jurisprudence abondante. Donc aujourd'hui, la qualité et l'intérêt, on va voir. On n'est pas au tribunal ici. Mais nous sommes en train de donner une option aux Camerounais, une option au gouvernement camerounais. On n'oblige personne. Mais on est en train de dire que sur le plan juridique, je répète, parce que tout ce qui s'est passé, les interlocuteurs de la CAF au Cameroun ne se sont pas trop intéressés aux questions de droit, ne se sont pas trop appuyés sur des considérations d'ordre juridique. Parce que sinon, comment vous pouvez accepter d'appliquer un accord qui n'est pas signé par l'autre partie? Merci, vous l'avez déjà dit. Voilà. Joël Moussa, sur cette question qu'on va terminer. Oui, enfin, je vois que l'homélie a pris fin. Non, monsieur Joël, je ne vous permets pas de dire ça. S'il vous plaît. Non, excusez-moi. Ne remettez pas en cause ma qualité de modérateur. Je donne la parole à qui je veux, je la reprends. Et si vous ne vous conformez pas, je vous retire la parole, s'il vous plaît. Non, soyez quand même respectueux des autres membres. Vous ne pouvez pas appeler l'homélie la prise de parole des autres membres. S'il vous plaît, monsieur Joël. S'il vous plaît. Est-ce
Est-ce qu'on s'est compris? Je vous ai dit, vous donne donc la parole. Je vous dis ceci, si le monologue d'Abdourahmane a pris fin, non, monsieur je peux enfin je ne parler. peux pas vous donner la parole sur ce cas. Non. Non, je vous en prie. Non, merci. Vous n'insultez pas les téléspectateurs. Je n'ai pas insulté. Vous n'insultez pas les invités. Vous ne m'insultez pas moi. Non, on va laisser parler les gens dans un monopole. Christophe Obekono, on termine sur cette question de la CAF en se disant que nous sommes revenus sur les propos du président de la République. Est-ce que, dans le cas d'espèce, la démarche d'Abdourahmane s'impose comme une démarche de rebelle vis-à-vis d'une position du gouvernement qui dit nous avons pris acte et que nous allons continuer à préparer les investissements pour qu'ils soient prêts à date? Non, mais moi, de toutes les manières, vous savez, il y a des types de fonctionnement dans notre pays auquel moi je n'adhère pas. Je ne peux pas être pour que le gouvernement dise de manière officielle que nous privilégions le dialogue, nous prenons acte et tout ça, et qu'on dise que de manière tacite, il y a des gens qui comment je peux dire ça, qui organisent des choses dans l'ombre et qui sont soutenus par le gouvernement. Ce serait la preuve de l'irresponsabilité. Il faudrait que le gouvernement soit clair. Soit le gouvernement est pour qu'on attaque la décision du comité exécutif de la CAF, le dit et le soutient. Il y a eu un communiqué du conseil de cabinet. Voilà, il y a eu un communiqué. Il y a eu un communiqué du conseil de cabinet. Voilà, qui prenait acte signé par qui? Par le premier ministre, par les services du premier ministre. On ne peut pas. Oui, non, on ne peut pas la produire tout de suite sur le plateau, mais pas tout de suite parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux. Il y a eu un communiqué du conseil de cabinet où le gouvernement du Cameroun avoue qu'ils sont à l'origine des retards, qui sont à l'origine, qui prennent acte de la décision de la CAF et qui vont se battre pour terminer les infrastructures. Alors, et c'est la même position qu'a adopté le président de la République le 31 Est-ce que ce n'est pas un fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas un fake news. Ce n'est pas un fake news. Le communiqué dans Cameroun Tribune. Comment vous appelez ça? Le Premier ministre a bien réuni des membres du gouvernement. Et la question a été débattue. Après ça, il y a eu un communiqué. C'est pas un fake news. Parce qu'il y avait seulement des supputations. Est-ce qu'on va aller au TAS? Est-ce que certains proposaient qu'on aille au TAS pour attaquer la décision de la CAF? D'autres disaient que est-ce qu'on ne doit pas sanctionner des gens en interne, etc. Est-ce qu'on va arrêter les chantiers? L'une des inquiétudes, c'était ça. Le gouvernement a dit, nous prenons acte, nous optons pour le dialogue, on n'attaque pas la CAF, et on va continuer la construction des infrastructures au rythme qui a été amorcé depuis un certain temps. Donc, peut-être même cela justifie le maintien en place de tout ce qui constituait d'une part la task force et de l'autre part le COCAN, d'autre part le COCAN pour qu'il termine les chantiers qui ont commencé. D'accord. Alors, terminons sur la dernière partie du discours du président de la République le 31 décembre à la Nation que je vous suggère de regarder. C'est sur l'aspect sécuritaire. Paul Biya a déclaré, professeur Abemida, le 31 décembre, que si l'appel à déposer les armes que j'ai lancé aux entrepreneurs de guerre reste sans réponse, les forces de défense et de sécurité recevront instruction de les neutraliser. Est-ce qu'on est toujours là dans le dialogue ou alors, comme certains l'ont dit, Monsieur le Président manie le bâton et la carotte vis-à-vis des entrepreneurs, des personnes qu'il appelle les entrepreneurs de guerre? Bien, Madame, j'espère que l'organe qui est chargé de la régulation médiatique ne va pas vous sanctionner. Pourquoi? Si je reprends cette phrase du Président de la République, vous savez très bien qu'il y a un organe audiovisuel qui a été sanctionné parce qu'il a dit au terrorisme, il faut opposer la terreur. Là, on est en train de reprendre le discours du président. Je m'en tiens aux propos du président de la République. En tout cas, j'ai dit ceci. Il faut terroriser les terroristes. D'accord. On terrorise et on négocie après. Christophe Obekono, sur la même question. Je suis membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. Et au lendemain pas du déclenchement, mais lorsque ce problème, on pourrait dire le problème anglophone a pris de l'ampleur, la Commission avait fait une descente aussi bien dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, avait discuté avec des forces vives, des forces politiques, des populations, et avait fait un rapport et avait fait des suggestions au gouvernement. Et la Commission disait qu'elle était pour privilégier la solution du dialogue. Parce que vous devez savoir que des personnes qui ont été présentées ici comme des terroristes ont été libérées par le chef de l'État. Oui. Parce que quand on dit il faut terroriser les terroristes, il faudrait qu'on soit capable déjà d'identifier le terroriste. Parce que ce n'est pas dans les organes de presse qu'on identifie. Les journalistes ne sont pas, vous comprenez, c'est le juge
qui, après avoir pris en compte un certain nombre d'éléments, peut dire celui-ci est coupable de terrorisme. Il est terroriste. Alors quand on proclame n'importe comment, surtout concernant des personnes dont le caractère, comment je veux dire ça, le caractère citoyen est amplement démontré qu'ils sont des terroristes, il faut faire attention à un environnement, surtout un environnement médiatique qui permet de faire... Non, je n'ai pas parlé des gens qu'on a libérés. J'ai dit, je ne les ai pas appelés terroristes. Ces personnes qui ont été interpellées à ce moment-là avaient été interpellées comme étant des terroristes. Moi, je ne les ai pas appelés des terroristes. Donc, le chef de l'État parle de manière globale de la situation dans le Nord-Ouest. Mais le chef de l'État fait quand même, il fait une supposition. S'il n'y a pas ceci, on va passer à cette phase-là. Oui. Donc je crois que nous ne pouvons pas, en toute responsabilité, dire, il a dit que nous allons terroriser, non, non, que nous allons neutraliser, qui veut dire dans le jargon militaire que nous allons tuer, nous allons raser. Voilà, c'est pas ce qu'il dit, mais il dit, je crois qu'il met un peu la pression sur ces acteurs-là. Même s'il a bien utilisé le verbe neutraliser. Il a utilisé, mais le chef de l'État... Les forces de sécurité recevront instruction de les neutraliser. Ça donne ce Mais discours-là. il prononce les mots. Il prononce ces mots-là et ça montre l'état d'esprit de ceux qui écrivent, de ceux qui ont écrit cette partie du discours-là. Alors, Joël Moussa, est-ce que ça n'a pas trop duré finalement pour qu'on en vienne à des solutions que je vais appeler extrêmes, vraiment entre guillemets, telles que dit par le président de la République? On n'en vient pas, on est dans les solutions extrêmes depuis. Et je vais dire au professeur Mbida que la phrase « on doit terroriser les terroristes » qui est de Charles Pasqua, on avait vu sa limite en France entre 87 et 92 et il a fallu mettre sur pied toute une autre politique beaucoup plus consensuelle pour trouver la solution au problème des attaques en France. Et on a vu ce que ça a continué jusqu'à l'année dernière. On a vu ce que ça a produit au Bataclan. S'il vous plaît, en Irak, on a vu la logique de terroriser les terroristes. Je vous dis qu'aujourd'hui, en Afghanistan, on a vu la solution, ce que ça a donné. En Libye, on a vu ce qui s'est passé en Syrie, où les États-Unis sont en train de se retirer. La logique de l'usage extrême de la force n'a jamais payé. Depuis 2017, c'est le gouvernement lui-même qui a choisi de se priver des interlocuteurs viables qui étaient le consortium, en arrêtant les Agbobala, les Neba Fontem, les Mancho BBC et consorts qui étaient à la table de négociation avec eux la veille pour en faire des terroristes dont parlait Bobionkono tout à l'heure et pour les libérer plus tard. Donc je dis, céder à la tentation de la violence. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bamenda dès le lendemain. Lundi, dès le lendemain, le 1er et le 2. Le cortège du gouverneur a été attaqué? Voilà. Non, le cortège a été attaqué le soir. Mais le lendemain, toute la matinée, c'était les échanges de coups de feu au nord-ouest et dans certaines localités du sud-ouest. Le cortège a été attaqué lorsqu'il rentrait de la messe? De la messe, voilà. Où les gens ont dit, ok, comme il faut y aller, il faut y aller. Je pense que le gouvernement doit changer fondamentalement de paradigme. Ce qui doit se passer dans le nord-ouest et le sud-ouest est une guerre de surface. Premièrement, la première arme, c'est le renseignement. Ce qui suppose la collaboration des populations. Pour que les populations collaborent, elles doivent être rassurées. Aujourd'hui, les populations du nord-ouest et du sud-ouest sont entre le marteau et l'enclume. Les Ambazoniens vous attaquent. Quand vous fuyez, vous arrivez devant les forces de l'ordre, on dit que vous tous vous êtes des Ambazoniens, on vous arrête également. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Donc il faut rassurer les populations. Pour les rassurer, les forces de première et de deuxième catégorie doivent être maximisées au détriment des forces d'élite que sont le BIR, l'armée et consorts. Je suppose que Moussa en parle comme un expert. Moi, non. Je suis mal à l'aise de parler des questions. S'il vous plaît, sécurité. Troisième chose, je termine là, s'il te plaît, avec ta permission, Bobby. Oui, termine. Troisième chose, on doit délocaliser la guerre. La chaîne de commandement doit plus se trouver à Yaoundé. On doit créer peut-être 2 commandements opérationnels dans le nord-ouest et le sud-ouest, réattribuer la guerre aux administrateurs civils, le commandement territorial qui est sur le terrain et qui est au contact des populations tous les jours, qui maîtrise les réalités de terrain et enfin civiliser la guerre, c'est-à-dire impliquer les populations. On l'a vu avec Boko Haram, c'est la mise sur pied, l'implication fondamentale des comités de vigilance qui nous a permis de trouver une solution viable et solution qui a été relevée par le président de la République le 31 décembre dans son discours. Donc il faudrait repenser le paradigme du conflit qui se passe actuellement au nord et au sud-ouest. Tant que les gens vont conserver la chaîne de commandement à Yaoundé et vont penser que tout ce qui se trouve devant eux est un clou et qu'ils ont un gros marteau en main, ça ne va pas marcher.
Abdourahmane, on termine avec peut-être les nouveaux défis qui attendent les défis, et de 2019 et ce nouveau gouvernement. Et la question sécuritaire, elle est préoccupante. Je vais citer quelques faits comme Joa Moussa l'a dit tout à l'heure. On a Bangourand dans le Noun qui devient récurrent dans l'actualité à cause des attaques de ce côté-là. Le cortège du gouverneur du Nord-Ouest cribé de balles, des enlèvements dans la Damawa. Ça va de mal en pire et le temps passe et on ne trouve toujours pas de solution. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je pense que il faut en même temps aussi, parce que c'est un équilibre qu'il faut trouver. Ouais. Il y a l'impératif sécuritaire, mais vous avez aussi les questions de gouvernance. Exact. Et il faut régler des choses, parce que je pense qu'il faut améliorer la gouvernance au Cameroun, la qualité de la gouvernance au Cameroun. Et tant que certaines populations ont l'impression qu'il y a des gens qui sont au-dessus des autres et au-dessus des lois et qui peuvent tout se permettre, qu'on peut écraser qui on veut. Et je pense que c'est pas des choses qui sont... Là, on a parlé de la participation des populations. Il y a eu ça, il faut peut-être laisser la stratégie militaire aux experts, ça c'est sûr. Mais ça dure, ça fait 3 ans que ça dure. Oui, ça fait 3 ans. Et c'est pour ça que je dis, pourquoi? Parce que le problème, la clé est peut-être aussi au niveau social. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de problèmes au sein de notre société quand vous regardez le fonctionnement du Cameroun. Et je peux vous dire que quand même, et il faut améliorer cela, et en même temps aussi, il faut rester ferme et rigoureux. Moi, je suis d'accord que quand il y a des questions, quand il y a ce qu'on appelle, ou quand on identifie des poches de terrorisme, ou bien il y a des comportements, il faut peut-être certainement apporter une réponse forte, pour ne pas quand même ouvrir des perspectives à des gens qui peuvent aller à l'aventure, mais en même temps, vraiment, je pense qu'il y a une question de gouvernance à régler. Petite précision. Ça, c'est le plus imminent. Oui, la petite précision pour aller un peu dans le sens d'Abdourahmane. Il y a un problème aujourd'hui d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que vous avez des localités où il n'y a pas de route. Ces rebelles, les consorts, ils prospèrent où l'État a une difficulté majeure de projection de puissance. Je vous prends le cas de Bangourand. C'est 40 km de Fumban, mais vous faites 2-3 heures pour y arriver. C'est vrai que quand il y a une attaque, pour que les gens partent du Bétap pour arriver à Bangourand la nuit, les gars ont fini de faire tout ce qu'ils avaient à faire, ils ont enlevé les gens, ils sont partis. Donc, l'État, en même temps qu'on évalue cette question sécuritaire-là, on instaure un véritable dialogue pour permettre aux gens de sortir de la brousse, pour venir discuter avec vous, parce que les gens peuvent pas discuter avec vous étant cachés dans la brousse. En permettant aux gens de sortir de la brousse, en rassurant les populations, l'une des voies pour les rassurer, c'est essentiellement mettre des moyens en place pour assurer l'aménagement territorial, doter ces zones-là de véritables infrastructures. J'ai vu un documentaire, même sur la CIATV, la chaîne nationale, d'une fille qui se rendait à Akan, un village à Akan, où elle fait pratiquement 3 jours en route. Vous pensez que s'il y a une rébellion à Akan, l'armée va se projeter là-bas comment? D'accord, c'est bien compris pour la question d'aménagement du territoire et c'est dans ce sens que le président de la République a rappelé la création du Comité national de désarmement et de mobilisation et de réintégration dont la mission est d'organiser, d'encadrer et de gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants pour dire qu'il faut que les gens sortent du bois pour pouvoir retrouver la vie normale. Alors, Christophe Obiokonos, on termine un peu sur les chantiers et les défis, tant de ce nouveau gouvernement que de l'année 2019. On a parlé de terminer les chantiers de la CAN, on a parlé de la question sécuritaire. Quoi d'autre à mettre au chapelet des attentes vis-à-vis non seulement de ce gouvernement, mais de l'année 2019? Mais que la question anglophone soit véritablement adressée. Monsieur Abdourahmane vient de toucher à un problème très sérieux. Au départ de ce problème-là, il y a eu cette question de gouvernance qui a été posée par rapport à la justice. Par rapport à l'éducation, par rapport à la culture anglo-saxonne de manière générale. Il faut adresser ça. La question de comment je vais dire ça, c'était la forme de l'État, c'était pas la forme, oui, la question de la forme de l'État qui est non négociable. Non, le président a dit qu'elle était non négociable. C'est lui, c'est la personne du président. Et il faudrait bien qu'on sache. C'est le président. Beaucoup plus fort. C'est pas monsieur Paul Biya, c'est le président de la République. C'est une aspiration. C'est une aspiration, je vous vois insister, mais je sais que vous ne croyez pas ce que vous dites. Non, c'est une aspiration. Vous ne pouvez pas dire que je ne crois pas ce que je dis. Je ne fais que préciser que ce n'est pas M. Paul Biya, mais c'est le président de la République. C'est une aspiration très forte, qui est même portée par des personnes qui ne sont pas dans cette zone anglophone. Et donc, on ne peut pas
balayer cela comme ça d'un revers de la main. D'accord. Albin Bida, on termine avec l'un des chantiers, c'est gagner les législatives et municipales, si tant est qu'elles sont organisées à date. Effectivement, il faut gagner les législatives et les municipales pour le parti au pouvoir. Mais je voudrais quand même regretter quelque chose. On a l'impression qu'on est en train de refaire la campagne électorale. Vous parlez ici de la forme de l'État. En octobre, il y a quelqu'un qui a dit moi, c'est la décentralisation. Il y a d'autres qui ont dit le fédéralisme. Et le peuple camerounais a choisi. A choisi quoi? La décentralisation. Alors, ce n'était pas un référendum sur la question. Mais c'était un programme politique. Dans la forme de l'État. Mais c'était un programme politique. Le document qui a été partagé, c'était pour le libéralisme communautaire qui ne répond pas spécifiquement. Non, monsieur Bobiokone, vous n'êtes pas du RDPC. Moi, je suis du RDPC. D'accord. Et le militant du RDPC vous dit que c'est la décentralisation qui a été proposée aux citoyens. Pardon, terminez sur la question. Albin Bida, vous avez la parole. Alors, je dis donc que, pour reprendre une expression qui a fait fureur, la forme de l'État aujourd'hui est sans objet. Voilà. Albin, pour terminer. De peur que vraiment juste je voudrais dire une chose, je tiens à le dire, l'association des clubs amateurs de football du Cameroun n'est pas formée de rebelles. Nous donnons une option au gouvernement, le gouvernement a la latitude de l'utiliser. Si le gouvernement estime que notre action les gêne, si les gens pensent que c'est pas bon, nous sommes des Camerounais, nous sommes là. Écoutez, nous sommes prêts à apprendre à faire ce qu'il faut. N'oubliez pas qu'en 2017, Étoile Filante de Garoua, par ma voix, était le premier à avoir attaqué la CAF. Mais après, nous avons retiré pour le passage de 16 à 24. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous pensons que nous sommes mieux outillés que le gouvernement sur les questions touchant le football et son fonctionnement et son organisation, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau continental. Et nous aurons des options. Et que souhaitez-vous pour 2019 ? Mais que la CAN se joue au Cameroun. Que votre plainte prospère. Non, que la CAN se joue au Cameroun, surtout. Et que notre fédération retrouve son indépendance. Parce que vous savez, c'est le premier pays en Afrique où nous allons pouvoir désigner un président de fédération sans la FIFA, sans la CAF, sans aucun réseau. Et c'est pour ça que nous nous battons et nous espérons qu'on va pouvoir atteindre ça. Qui est un président de FECAFOOT désigné uniquement par les acteurs de notre football, pas par d'autres personnes. Une transition et on vous revient juste après sur ce plateau. On a encore une vingtaine de minutes puisque aujourd'hui le Canal Presse dure 2 heures et c'est la dernière ligne droite de cette émission, l'application des sanctions du Conseil national de la communication remis au goût du jour par Christophe Bobiokono, directeur publication de Kalara, à la suite de ces propos tenus par le professeur Albin Bida. Sur ce même plateau, je vous suggère de regarder et nous vous revenons juste après. Je lis l'article 266 du Code. Et enfin, Monsieur Bouba, je voudrais vous prendre le Code pénal que j'ai ici. Permettez-moi de lire l'article 266 du Code pénal, qui punit d'une amende de 20 000 à 6 millions celui qui rend compte, sauf en publiant le jugement, des procès en déclaration de paternité, en divorce, en séparation de corps ou d'avortement ou en diffamation. Traduction. Vous connaissez un certain journal qui régulièrement rend compte des procès en divorce et en diffamation. Vous le connaissez? Citez-le. D'accord, ok. Peut-être qu'on va aussi passer Noël en paix. Et ce monsieur-là est membre du Conseil national de la communication. Alors, pourquoi il ne s'auto-saisit pas? Voilà donc des propos que vous réitérez sur ce plateau, mais je vais d'abord donner la parole à Christophe Bobiokono. En quoi vous êtes senti interpellé par les propos du professeur Albin Bida? D'abord, je suis venu ici parce que c'était Canal 2, parce que si ça s'était passé sur une certaine chaîne, je ne serais pas allé là-bas, parce que la règle là-bas, c'est de dire tout et n'importe quoi sur les citoyens. Donc, je prends Canal 2 pour un média sérieux, c'est pour ça que je suis venu ici. Je tiens à préciser que je suis certes membre du Conseil national de la communication, mais je n'ai pas sollicité ce
ce droit de réponse comme étant membre du Conseil national, bien que j'ai pris la peine d'informer les autres collègues et le président du CNC que je passerai à cette émission. Et ça ne m'empêche pas de redire une ou deux choses par rapport aux commentaires qui ont été faits concernant le Conseil national de la communication lui-même. Je trouve, je pourrais dire, un peu pernicieux les propos du professeur Albin Bida. Il aurait pu assumer ses déclarations en disant tout droit, M. Bobio Kono, son journal fait ceci ou cela et tout. Je trouve pernicieux, mais je trouve grave qu'il puisse dire des choses qui ne sont pas établies. Qui ne sont pas du tout établies. Vous ne rendez pas compte des procès en diffamation? Vous vous souvenez que lorsque j'ai discuté avec vous pour cette émission, j'ai voulu que le professeur soit là pour qu'on parle non pas comme des lâches, mais en se regardant dans les yeux. Je voudrais qu'il apporte les preuves. Les preuves de ce qu'il a affirmé. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que la presse a un certain nombre de... comment je dis ça? Elle a des rôles qu'elle joue. Permettez-moi cette expression qui n'est pas la plus appropriée. La presse informe, la presse éduque et la presse... oui, la presse distrait. La presse distrait. Et Kalara a été créé dans cet esprit-là. Nous avons des espaces d'information et ces espaces d'information peuvent à un moment donné se transformer en espace d'éducation parce que certaines des personnes qui lisent notre journal, y compris des praticiens, des hauts praticiens du droit oui. Et des professionnels judiciaires et tout, peuvent trouver quelque chose qui peut les enrichir par rapport à leurs pratiques et des citoyens aussi. Et dans notre journal, nous avons une rubrique effectivement qui est consacrée aux questions de famille, où nous rendons compte, c'est vrai au début, il faut rendre à César ce qui est à César. Au début, nous rendions compte des affaires de divorce, ainsi de suite et tout ça, en citant nommément les personnes. Mais vous devez savoir qu'en 1994, le ministère de la Communication, à l'époque, le professeur Albin Bida il était inspecteur général, c'était la cheville ouvrière de cet atelier qui avait été organisé à l'ENAM avec la participation de hauts magistrats de la Cour suprême du ministère pour essayer, c'était autour du traitement de l'information judiciaire. Nous avons eu un débat. Personnellement, j'avais sollicité que la plupart de mes collaborateurs y soient. C'est quelque chose qui m'a été accordé. Et sur la base des discussions qu'on avait eues là-bas, on nous a dit attention, les personnes dont vous parlez dans le cadre de ces procès-là peuvent se sentir blessées et vous attaquer sur la base de l'argument de l'article cité par le professeur Bida. Dans le code pénal. Mais je vous dis que nous ne donnons pas les noms des personnes. Nous ne donnons même pas leur vrai prénom. Et je suis souvent amusé parce que Kalara est un journal qui est cité par la plupart de ceux qui reprennent des choses dans les réseaux sociaux, ils reprennent même les faux noms que nous... Mais sur quelle base? Et je voudrais savoir, est-ce que l'article 266 du Code pénal a vocation à être appliqué par le Conseil national de la communication? D'accord. Est-ce que c'est un article qui a vocation à être appliqué par le Conseil national de la communication? C'est un article qui peut être appliqué par une juridiction pénale, si quelqu'un qui se sent concerné par un article qui a été publié par Kalara, dépose une plainte. Alors, comment peut-on venir ici, dans une émission de grande écoute, dire le Conseil national de la communication, il y a un membre dont le journal fait ceci ou cela, et qui fait ceci, un tissu de mensonges, avec une lecture erronée de la loi, je trouve que c'est inadmissible. Et surtout, je le dis parce que le professeur Mbida, je l'appelle professeur parce que c'est un ancien, même s'il a pris la retraite, il n'a pas le droit de dire un certain nombre de choses. Il aurait pu passer, parce que c'est aussi un journaliste, recouper son information. Cela n'est pas interdit, recouper son information avant de faire des déclarations aussi graves. Merci Christophe Bobio Kono. Heureusement, le professeur Mbida est là et qu'on va peut-être non pas refaire le droit de la communication, la presse sur ce plateau, mais vous permettre de repréciser et de réaffirmer un certain nombre de choses sur la base des déclarations au sujet du Conseil national de la communication et de son autosaisine concernant les sujets traités par Kalara. Kalara qui vous dit aujourd'hui qu'il prend des précautions pour rendre compte de ces procès en diffamation et tout ce que vous leur avez reproché dans la précédente émission. Professeur, une réaction? Merci madame. Je persiste et je signe. Et j'attends une plainte. Et je suis prêt à contribuer à la levée de mon immunité parlementaire. Vous avez vu cet article? L'article 266. 66. Permettez que je le relise encore. Oui.
est puni d'une amende de 20 000 à 6 millions celui qui rend compte, sauf en publiant le jugement, des procès en déclaration de paternité, en divorce, en séparation de corps et d'avortement. En français facile, ça veut dire qu'il est interdit de rendre compte des procès en divorce. Première chose. Deuxième chose, il m'a été demandé tout à l'heure de vérifier et d'apporter les preuves. Vous permettez que j'apporte les preuves? Allez-y. Bien. C'est tout ça. Voilà. Je vais donc apporter les preuves. Les éditions du journal Kalara, sûrement. Voilà. Oui. Voici Kalara. Ça, c'est cette édition du 17 décembre 2018. D'accord. Bien. Un couple sur le point de mettre un terme à son mariage à cause de l'infidélité supposée de sa femme. Le chef de famille, auteur de la requête en divorce, accuse cette dernière d'être l'amante d'un pasteur. J'espère que c'est Kalara. Sur la même page, elle se masturbe, excusez pour la bienséance, son mari demande le divorce. C'est des affaires pendantes devant le tribunal, si on s'en tient juste à ces deux cas. C'est en 17 décembre, ça Oui. C'est 17 décembre. Je peux avoir le journal, pardon, parce qu'on parle bien des affaires qui sont pendantes et dont les comptes rendus d'audience sont rendus publics dans les journaux. Non, ça veut dire qu'il y a eu une plainte, et on rend donc compte de ce procès en divorce. D'accord. Voici un cas. 26 novembre 2018. Quand la faillite et les humiliations tuent 20 ans de mariage, épouse et mère de 5 enfants, une femme décide de mettre fin à son mariage avec un homme. Elle occupe ce dernier d'injures et ceci. Merci pour ça. Attendez. Je pense qu'on a assez de preuves. Non. Je vais redemander du temps correspondant parce que... Bien sûr. On m'a demandé les preuves. Bien sûr. Je vous ai demandé des preuves. Bien sûr. Mais vous passez totalement à côté de ce que j'ai dit. Mais je vais revenir. Oui, bien sûr. Je vous redonne la parole tout de suite. Oui. Voici également un exemplaire du 15 octobre 2018. Qu'est-ce qu'on lit là? Séparation. Le mari n'avait pas supporté que son épouse affectée à l'étranger accepte ici. Il y a une procédure de divorce. Devant la Cour suprême. Voilà. Qui décide d'éloigner un père de ses Bien enfants. Les Professeur, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Attendez un instant. Attendez un instant. Avoir le même temps de parole que le professeur Mbida. Vous l'aurez. Vous n'allez pas arranger votre émission. Si, vous l'aurez. Je demande la parole maintenant parce que ce qu'il fait là, s'il vous plaît, je n'ai pas dit que nous nous rendons. C'est parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Laissez-moi donc terminer parce qu'on prend du temps pour ça. Non, donnez-moi une minute. Je suis ici dans le cadre. Professeur Mbida, je pense qu'on a eu assez de temps. Vous nous avez présenté 3 à 4 articles. Je vais permettre maintenant à Christophe Bouboukone de revenir rapidement là-dessus. Merci, professeur. J'espère que j'aurai... Non, bien sûr. Okay. Je voudrais vous dire quelque chose, et c'est ça qui est embêtant avec le professeur Mbida. Je l'ai déjà dit dans une tribune que j'avais faite à l'époque concernant des sanctions données à certains de ses collègues d'un certain organe de presse. Je ne reviens pas. Bien sûr. Monsieur Mbida était la cheville ouvrière du ministère de la Communication dans le cadre des séminaires organisés par rapport au traitement d'informations judiciaires d'une part et plus tard sur l'information diplomatique d'autre part. Il y a eu un échange fructueux concernant le traitement de l'information s'agissant de la rubrique dont il a parlé. Qu'est-ce qui a été arrêté? Avec de hauts magistrats, je ne voudrais pas les citer ici pour ne pas les forcer. Vous aviez des conseillers de la Cour suprême, vous avez de hauts dirigeants, directeurs, et c'est sûr. Qu'est-ce qui a été arrêté? On a dit, vu la nécessité de parler, puisqu'on ne peut pas, vous savez, cet article-là vise quoi? L'article de loi qui a été cité par le professeur Mbida, il vise dans le code pénal. Voilà. Oui, l'article 266. Quelqu'un qui intentionnellement s'appuierait sur des affaires en instance, donc des affaires qui passent devant le tribunal pour nuire à quelqu'un. Monsieur Mbida peut-il jouer l'avocat de l'une quelconque des personnes qui est là-bas? Parce que depuis 2013, nous rendons compte des affaires. Donc, c'est dans le but d'éducation, comme vous l'avez dit. Je voudrais que le professeur Mbida, que vous avez présenté de manière erronée, c'est comme un professeur de droit. Il n'est pas un professeur de droit. Qu'il dise... Je dis qu'on ne va pas refaire le droit de la communication ici. Lors de la dernière, j'ai suivi l'émission. Lors de la dernière émission, il a été présenté comme professeur de droit, lorsqu'il a été présenté sur ce plateau-ci.
Hein, il a été présenté. Voilà. Qu'ils disent aux téléspectateurs en quoi est-ce que l'application de l'article 226 du code pénal incombe au Conseil national de la communication pour faire le commentaire suivant. Je vous dis que le directeur de publication de ce journal est un membre du Conseil national. Qui s'explique sur ces questions-là? Voilà la question. Merci. La question centrale. Permettez-moi de poser la question. Professeur Bida, vous l'avez dit dans votre propos que vous parlez de l'autosaisine du Conseil national de la communication concernant un certain nombre de faits, et vous en avez cité quelques-uns, dont ceux rendus compte dont les comptes rendus sont diffusés dans le journal Kalara. C'est pour cela que le DP de Kalara estime que en quoi l'évocation du code pénal que vous avez fait, en quoi l'application de ce code pénal incombe au Conseil national de la communication, ou encore, pour me redire, pourquoi est-ce que vous estimez que le Conseil national de la communication aurait dû se saisir ou de s'auto-saisir lorsque le journal Kalara a publié ces articles que vous venez de présenter, s'il vous plaît? Bien. Qu'est-ce que le décret du 23 janvier 2012 qui porte réorganisation du Conseil national de la communication dit? Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez nous le dire peut-être. Voilà. Alors, il demande à ce qu'on protège un certain nombre de valeurs. Vous avez le décret, monsieur le professeur. Le voici, Voilà, citez donc l'article. Je ne vous ai pas interrompu. Ne faisons pas de la fumisterie. Non, allons-y. Oh, monsieur, allons-y. Alors, si on continue à m'injurier... Non, je retire les propos, je vous en prie. Non, c'est pas à vous de les retirer. S'il vous plaît. Ce n'est pas à vous de les retirer. Je vous ai dit tout à l'heure, j'attends une plainte. Et je suis prêt à contribuer à ce qu'on lève, texte. Alors, si vous attendez une plainte, nous allons devoir arrêter à ce niveau, parce que on est vraiment dans le but d'explication pour que les téléspectateurs comprennent. Oui. Et j'ai encore des explications. Je suis en train de vous dire que le Conseil national de la communication, d'après son règlement, je crois que c'est le règlement intérieur ou bien la procédure de plainte, peut s'auto-saisir. Oui. Et pour le cas d'espèce, quand j'étais ici, j'ai cité un certain nombre de cas de choses qui ont été dites dans les médias. Exact. Et j'ai demandé pourquoi le Conseil ne s'est pas auto-saisi. Oui. Et j'ai dit que, par exemple, les gens qui ont dit que ce sont les forces camerounaises qui ont assassiné le pasteur américain. Oui. C'est une fausse nouvelle, réprimée par le code pénal. Bien, il y a Vision 4 qui a annoncé la mort de M. Bongo. C'est une fausse nouvelle. Oui. C'est une infraction pénale. Oui. Pourquoi le Conseil national de la communication s'est auto-saisi pour une fausse nouvelle réprimée par l'article 113 du Code pénal et par l'article 240, puisqu'on vous invoque ici le problème d'un Code pénal. Et j'ai donc dit, si on peut se saisir d'une fausse nouvelle en annonçant la mort de M. Bongo, qui est réprimé par l'article 113 du Code pénal, si on peut se saisir, s'auto-saisir, qui est réprimé par l'article 240 du Code pénal, pourquoi on ne s'auto-saisit pas quand il s'agit de la violation de l'article 266 et qui dit ceci? Oui. Je maintiens, je persiste. On ne doit pas rendre compte des procès en déclaration de paternité, en divorce, en séparation de corps. Et j'ai amené des exemples là. C'est bien compris. Alors, je dis que je maintiens. D'accord. Et que vous êtes prêt à faire face, et je conclue je vous en prie, en disant, je suis prêt à me présenter devant un tribunal et à demander la levée de mon immunité parlementaire pour répondre de ces propos. Merci. Christophe Bourgono, vous allez conclure sur cette partie. Vous avez tout le temps de conclure. Vous avez d'abord noté que le professeur Bida a évoqué le décret portant réorganisation du Conseil national de la communication en citant des valeurs qu'il a été incapable de lire. Article 4, lisez. Vous l'avez devant vous. Article 4, lisez. Il me disait tout à l'heure qu'il ne m'interrompait pas, semble-t-il. Allez-y. Vous avez dit que j'étais incapable de lire. Article 4. Mais sauf que pour qu'on avance dans le débat, il vaut mieux ne plus interpeller sur un certain nombre de choses qui vont pousser à des réponses. On conclut, Christophe. Non, il a été incapable de lire. Merci. Je voudrais dire ceci. Un même fait peut recéler une faute pénale et une faute professionnelle. C'est élémentaire.
Un même fait, lorsqu'un journaliste prend sur lui de dire que le chef de l'État gabonais est décédé, il doit avoir recoupé cette information-là. Il doit avoir vérifié cette information-là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas... Oui, non, non. Je c'est pour lui répondre. Oui, c'est fait. Je vous en prie. J'apporte la précision parce que... N'allons pas plus loin là-dessus parce que ça va encore... Je vais revenir sur l'ensemble des choses qu'il a reprochées. Non, restez sur le cas de Kalara, je vous en prie. Je suis dans le cas d'un droit de réponse. Oui. Et voilà. Dans le cas de Kalara. Vous n'êtes pas mandaté par les autres pour répondre pour eux. J'ai été cité comme membre du Conseil national de la communication. Vous avez bien lu ce que vous avez rediffusé, c'est pas moi. Je ne vous ai pas aidé à faire la sélection. Exactement. Donc je vais vous répondre par rapport à ça. Mais vous nous avez dit aussi que vous venez pas au nom du Conseil national de la communication. Donc vous restez comme directeur de publication membre de Kalara. du Conseil national de la communication. D'accord. Vous comprenez, quand on dit qu'il y a fausse nouvelle, on peut avoir fausse nouvelle, on peut avoir une faute, on peut avoir une faute pénale, on peut avoir une faute déontologique. Le Conseil national de la communication a vocation à sanctionner les fautes déontologiques. D'accord, c'est bien compris. Professionnelles. Et là, si le professeur Mbida a identifié des fautes professionnels dans les articles qu'il a lus et tout ça, je suis tout à fait ouvert à ce qu'ils me disent voilà les fautes. Voilà les fautes que tu as commises, ne refais plus ça. Je suis tout à fait disposé. Ou même attaquer peut-être. Et alors, dans la liste des choses que le professeur Mbida a reproché au Conseil, affaire du gouvernement français, vous savez très bien que Mme Adel Bala Tangana avait été sanctionnée. Par qui? Par la CRTV. On est dans le cas... Monsieur Bobeko, je ne voudrais pas qu'on entre dans ces cas parce que... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas... S'il vous plaît, je reprécise que vous ne répondez pas au nom du Conseil national de la communication. Vous répondez comme directeur de publication de Kalara et tenons-nous-en à cela. Je vous en prie. Je vous en prie, chers collègues. Tenons-nous-en à cela. Je réponds, vous savez... Parce que cela va ouvrir à autre chose. Si tout le monde revient demain pour dire revenons sur ces propos, monsieur Bobeko. Je crois que vous avez une technique pour m'empêcher de parler. Non, ce n'est pas une technique pour m'empêcher de parler. Mais c'est juste pour qu'on je ne suis pas en train de vous m'empêcher d'exercer mon droit de réponse. Je reviendrai si cela est nécessaire. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous dis mais restez sur le propos de Kalara. Interpellé comme membre du Conseil. Vous comprenez, non? Vous ne pouvez pas exclure cela de l'extrait que... Et en plus, dis donc que... Pardon, dans l'extrait qui a été diffusé, vous n'avez pas été cité, votre nom n'a pas été cité dans l'extrait qui a été diffusé. Donc, il y a plusieurs directeurs de publication au Conseil national de la communication qui auraient pu répondre comme vous l'avez fait. Mais comme vous êtes venu et que... Vous-même, vous rendez coupable de diversion. Non, c'est pas la diversion. Lorsque le professeur Mbida vous montre les journaux de Kalara, j'espère que je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Non, monsieur Bobeko, je voudrais juste... Je voudrais continuer. Oui, allez-y. Sauf que ne citez pas les autres, je vous en prie. Le pasteur avait été tué. Parce qu'il faut pas confondre. C'est pas le média qui l'a dit. Il ne faut pas confondre ce que Madame Mimi Mefo a fait dans sa page Facebook avec... C'est quand même regrettable qu'on vienne dire sur votre plateau que Equinox a dit ceci. Et le Conseil aurait dû. Vous avez cité nommément cette radio-là. Oui. Le roi fainéant a été sanctionné, l'organe qui l'a dit a été sanctionné par une autosaisine du Conseil. Vous l'avez dit ici, là. Les journaux qui ont dit le président malade. Mais quel journal? Il parle de quoi? Qui ont repris un article du journal Le Monde. Ils ont repris un article du journal Le Monde, gravement malade. Ils ont même ils ont voyagé séparément. Est-ce qu'il est interdit à un journal de prendre, d'avoir comme source d'information initiale un autre journal? Mais c'est dans les sources d'information. C'est quelle règle déontologique, professeur? C'est permis dans les sources d'information. Alors, monsieur Bobeko, vous allez terminer. Je me permets de terminer sur cette question sans être interrompu. Je voudrais donc dire que lorsque le professeur Mbida vient sur votre plateau, étant conseiller technique de M. Amourou Belinga, il faut qu'il se présente comme tel. Parce que lorsqu'il est présenté comme un professeur de droit, sans autre précision, et tout ça, les téléspectateurs le prennent pour quelqu'un qui parle comme étant, sur la base de la science. Précision dans le cas d'espèce, ça a été fait. Il a été présenté dès le début comme le conseiller technique numéro 2 de M. Amourou Belinga. J'ai suivi l'émission du 23 décembre. D'accord. Ça n'a pas été fait ainsi. D'accord. Et quand il vient et qu'ils sont en charge, moi je ne sais pas si c'est une question, c'est une haine ou il y a un problème particulier. Je voudrais vous dire que moi, Bobeko, je suis membre du conseil, l'un des 9 membres du Conseil national de la communication. Et si M. Amourou Belinga a des problèmes avec le président Essoka, il n'a pas de problème avec les 9. Et je vous dis que les autres membres ne sont pas des marionnettes qu'on peut instrumentaliser du président Essoka. C'est bien compris. Vous comprenez? Il ne faudrait pas venir ici dire, et je voudrais vous dire que
le média pour lequel travaille le professeur Mbida est l'un des médias contre lesquels il y a un nombre incalculable de plaintes. Ça doit traduire la pratique professionnelle de ce média-là. C'est bien compris. Donc je ne voudrais pas que les gens viennent ici là avec des qualités qui ne sont pas justes pour dire des choses qui ne sont pas non plus justes. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Je pense qu'on va devoir arrêter puisque nous sommes arrivés au terme on a dit que c'est avec des qualités que je n'ai pas. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, monsieur Mbida. Vous avez été bien présenté. Non, la dernière fois. Nous n'allons pas nous étendre pour ça. Ça va devenir du ping-pong qui va durer jusqu'à 16 heures. Vous tombez d'accord avec moi. Merci beaucoup, messieurs, de vous être expliqués, peut-être compris. Non, non, pas compris. Et surtout, ça peut se poursuivre, comme vous l'avez dit, ça peut se poursuivre devant les tribunaux. Christophe Bokyono, merci beaucoup, merci. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier, monsieur Abdourahmane, d'être venu. Ndoya Moussa, vous n'aviez pas parole sur ce dernier volet, ce qui est normal. Christophe Bokyono, d'avoir voulu en toute confraternité exercer ainsi votre droit de réponse, et le professeur Abem Mbida d'avoir accepté donc de venir apporter plus de précisions sur tout ce qui a été dit. Mesdames et messieurs, merci d'être restés en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Tout de suite, c'est Djambo du côté de Douala. Je vous dis merci, je vous souhaite une excellente année 2019 et à très bientôt sur nos antennes. Au revoir.